Quand j'étais petit, je disais ouais, mais moi je vais devenir riche. En fait, j'ai toujours eu une grande gueule, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais pas aller dans le corporate world. J'avais l'intuition très jeune que j'étais expansionniste avec l'argent. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'alternative. Enfin, je me vois pas finir pauvre. Je pense qu'aujourd'hui, mon temps, ce qu'il vaut, vraiment, je pense qu'il vaut 3000 € de l'heure, tu vois. Ma progression, elle a été très rapide. C'est 2021 qui a été vraiment significatif. 75K et l'an dernier j'ai fait entre 220 et 240. 2023 j'espère faire 500 et après il y a une possibilité qu'un jour vous me revoyez jamais en fait. Mais écoutez, aujourd'hui, je reçois un invité très, très particulier. Si vous avez ouvert LinkedIn sur les 3 dernières années, vous avez forcément déjà lu un de ses posts. Il est suivi par plus de 100 000 personnes sur Internet aujourd'hui. C'est un des solopreneurs pionniers en France et surtout, il démocratise ce nouveau mouvement. Il vient de fêter ses 30 ans, donc c'était le moment de le recevoir sur le podcast pour qu'il nous partage ses enseignements. Avec lui, je sais qu'il n'y aura pas de langue de bois dans cet épisode. C'est le but. Je parle évidemment du roi du scale. Je parle de Thibault Louis. Salut Thibault. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Ouais, alors c'est un exercice qui est toujours difficile. Déjà merci pour l'invitation. Donc comment je pourrais me présenter? Je dirais que je suis un gars qui a une entreprise de une personne sur internet et je vends voilà, un ensemble de choses, des prestations d'abord. Donc les prestations, c'est ce qu'on appelle du ghostwriting. Donc j'écris en fait à la place de certains dirigeants en ligne. Et j'ai aussi d'autres parties avec des formations, formations de dirigeants et de solopreneurs pour prendre la parole en ligne. Globalement, c'est mes deux grosses activités. Ok, ok. Euh, alors moi, ce que je te propose, Thibault, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Sur le podcast, habituellement, j'invite plutôt des experts de l'investissement, mais j'aime aussi inviter des entrepreneurs et des personnalités que je trouve intéressantes et qui ont un rapport à l'argent intéressant. Et pour ceux qui te connaissent, ils savent que tu as une ouverture d'esprit et d'expression au sujet de l'argent. Tu en parles de façon très très libre, très libérée, pour justement libérer la parole sur ce sujet qui est très tabou en France. Et donc j'aimerais rentrer dans le détail de justement Thibault Louis, quel est son rapport à l'argent. Et là, tu viens d'expliquer un petit peu tes deux grandes activités. Euh, Concrètement, aujourd'hui, combien ça gagne un Thibault Louis? Et plus précisément, peut-être, quels ont été tes revenus en 2022? Ouais, alors le rapport à l'argent, moi, c'est quelque chose qui a toujours été un peu spécial, tu vois, pour moi. Euh, Il y a eu des moments où j'en ai eu, et il y a eu des moments où j'en ai eu moins. Euh, mais tu vois, j'ai toujours été. Je pense que ouais, j'ai un mindset un peu quelqu'un qui est un peu dépensier, tu vois, genre quelqu'un qui. Mes parents me disaient toujours, tu vois, faut que tu fasses attention avec la thune, ou plus tard, il faudra que tu gagnes plus de thunes. Versus ma sœur qui était très frugale, tu vois. Et Mhm. donc mes parents ils se sont toujours demandé comment ils avaient fait, tu vois, pour faire deux gamins aussi différents au niveau de l'argent. Mais j'ai toujours, ouais, je pense que j'ai toujours eu un rapport assez libéré par rapport à ça. Je demandais souvent à mon père combien tu gagnes, tu vois, où je disais ça gagne combien, ça, etc. Et quand j'étais petit, je disais ouais, mais moi je vais devenir riche, tu vois. Et tu vois, c'était même pas, il n'y avait pas de doute là-dessus. Je me disais, mais ce sera sûr, tu vois, il n'y a pas d'autre alternative que ça. Et Dans quelle finalité? je me disais, en fait, pour moi, c'était même pas un but final, tu vois. Ouais, c'était pas vraiment une finalité, c'était qu'il n'y avait pas d'alternative, en fait. Mhm. C'est-à-dire, je ferais des trucs intéressants, mais je serais riche, tu vois. Et je me dirais, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose presque ouais, d'identitaire, en fait, dans un truc où tu te dis, il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Et Mais tu penses que ça te vient d'où ça? Du coup, c'était un peu en contradiction avec soit ta sœur du coup qui voulait mm, plutôt, elle, être frugale, donc qui faisait attention à ses sous, et tes parents, c'était quoi? Eux, ils t'enseignaient plutôt à avoir on en reparlera plus tard, moi j'ai un peu des pensées sur les trois types de rapports à l'argent, mais tu penses que ça venait d'où? Il y avait que toi qui pensais ça dans ta famille? Ou t'as eu des influences quand même?
Mais en fait, ma mère en parlait pas, et mon père en parlait un peu, mais je sais pas trop en fait. J'ai le souvenir d'un moment où on était au resto, tu vois. On était à La Rochelle et ça m'avait marqué, tu vois. C'était un peu première fois où on faisait un grand resto ensemble. Enfin, c'était un grand resto, c'était un resto qui était bien, tu vois, mais c'était pas non plus un étoilé. Et je me rappelle à un moment, tu vois, l'addition arrive et tout, et je me rappelle ma sœur, elle était un peu dégoûtée, tu vois. Elle disait, mais pourquoi on dépense autant, tu vois, pourquoi, enfin, tu vois, on avait mangé genre des escargots et tout. Et moi, j'en ai rien à foutre. Je me disais, bah, franchement, c'est cool, tu vois. Mhm. Et donc, c'est des trucs qui remontent à loin. Et en fait, aujourd'hui, je pense, bah, ma sœur et moi, on a toujours, bah, voilà, 20 ans après, ça s'est maintenu, ce truc, tu vois. Mhm. Genre, ça dure depuis un moment, en fait. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que bah, devenir riche, entre guillemets, tu vois, c'était pas aussi simple que ça. Mhm. Et que surtout que je comprenais rien à l'argent, en fait. Le fait de générer du cash, tu vois, genre, j'ai appris, genre, il y a 2 ans, ce que c'était un ETF, un intérêt composé. Tu vois, en fait, on devenait surtout riche en investissant et moins qu'en entreprenant, même si c'est un sujet qui est compliqué sur lequel on pourra revenir. Il y a un article intéressant là-dessus de Paul Graham qui s'appelle How People Get Rich Now. D'ailleurs, la troisième manière, c'est une à laquelle je pense jamais, qui est marrante, mais c'est la troisième, c'est l'investissement, l'entrepreneuriat. Et le troisième, c'est l'hérédité. Tu deviens riche en héritant. Et j'oublie toujours en fait cette manière d'être riche parce que pour moi, c'est évident que genre tu deviens riche. Tu vois, c'est Ouais, pas tu peux pas le naître, tu ne nais pas riche, quoi. si tu hérites de ta fortune, ben tu l'es, mais genre c'est pas quelque chose qui moi, j'ai jamais pris ça en compte, en fait, tu vois. Je me suis pas dit un jour je vais hériter et je me suis dit, genre, pars du principe, tu n'auras rien euh, et construis, tu vois. Est-ce que tes parents, ils avaient, tu considères que tes parents, ils avaient je parle pas du statut social, hein, je parle Hmm. purement du niveau richesse financière. Ouais. C'était des gens aisés, enfin, c'est des gens aisés. Alors, mes parents sont séparés. Euh, Est-ce que c'est des gens aisés? Je pense que oui, statistiquement, si tu fais, tu vois, les déciles, tu vois, Mhm. genre, ouais, ils étaient dans le haut du panier, ouais. Je pense plutôt, pas genre, enfin, tu vois, genre, c'était une classe moyenne bien, quoi, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est pas du tout de truc genre millionnaire, milliardaire et tout, mais voilà, mon daron, il est ingénieur, il a bossé toute sa vie, et puis il faisait pas des folies, donc ouais, c'était bien, quoi. Est-ce que tu as déjà manqué dans ta vie? Est-ce que t'as déjà eu cette situation plus jeune où tu t'es dit, bah, ça, on peut pas, que ce soit toi ou tes Hmm. parents, tu t'es dit, ça, on peut pas se le permettre? Bah, en fait, on n'était pas super enfin, j'étais pas super dépensier. Tu sais, en finance, il y a un terme qui s'appelle les dépenses somptuaires, tu vois. Mhm. On n'a jamais fait de dépenses somptuaires, tu vois. Mon père, il achetait, tu vois, il achetait toujours, euh, tu vois, il disait toujours qu'il fallait acheter les voitures d'occasion, tu vois. Tu vois, on n'achetait rien de spécialement somptuaire. Enfin, moi, je trouve que enfin, quand tu voyages, tu te rends compte qu'il y a des choses, tu vois, qui sont des privilèges. Par exemple, le fait, tu vois, je vais même dire un truc, enfin, aujourd'hui, c'est controversé, mais de manger de la viande et du poisson, tu vois. Ouais. Genre, euh, tu vois, Ça coûte cher, aujourd'hui, ça coûte super cher. tu vois, c'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde dans Ouais. tous les pays, tu vois. Et genre, bah, moi, tu vois, nous, je viens d'une région du sud où, tu vois, on mangeait du magret de canard, par exemple, tu vois, on mangeait du canard. Donc, c'est pas, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde, quoi. Mm, C'est mm, cher, en fait, la viande et le poisson. Surtout si tu veux manger de qualité. Donc, on avait mangé de la viande et du poisson. Donc, j'ai jamais manqué de rien là-dessus, mais c'est déjà un privilège de manger de la viande et du poisson. Euh, mais non, mais je demandais pas grand-chose en fait, si tu veux. Donc je crois que, on va dire que la ligne, si tu veux, le threshold que m'ont mis mes parents sur ce qui était possible d'acheter, il était assez faible, tu vois. mhm, Genre, je me rappelle, le premier gros truc qu'ils m'ont acheté, c'était une radio. mhm, mhm. C'était une radio et c'était tu vois, une nouvelle radio avec des enceintes et tout. Et tu vois, je sais pas combien ça coûtait, mais c'était genre, ça devait coûter, je sais pas, 300 balles, ou 200 balles, un truc comme ça. Et c'était, tu vois, genre, pour moi, c'était un gros cadeau. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'était un gros cadeau déjà. Et donc c'était assez, je peux pas dire que c'était frugal, mais Non, mais voilà. t'étais pas un gros dépensier, quoi, tout simplement.
Non. Enfin, non, je pense pas. Je pense pas. Tu vois, à quel âge j'ai eu mon premier ordinateur perso. Mhm, mhm. Je l'ai eu à 13 ans, je crois. Et tu vois, c'était une révolution à l'époque déjà. Et d'ailleurs, quand je le dis, c'est tôt. Je sais pas quel âge ils ont les ordi, les gamins maintenant, mais et Je pense très tôt. ah ouais. Bah, enfin, quand tu regardes l'âge, je sais pas à quel âge t'as eu ton premier téléphone, par exemple. Et, j'ai eu tard mon premier téléphone. Alors non, en fait, mon père parfois me prêtait un téléphone. C'était les Nokia Ah, 3310. bien Donc tu sûr. vois, c'était un vieux truc. Et mais non, mais par exemple, tu vois, ouais, si on parle de l'argent ou du rapport plutôt à la technologie, mon premier smartphone, tu vois, donc la première fois que j'ai changé mon Nokia 3310 ou 3410, je sais plus, par un smartphone, c'était à 18 ans. Mhm, J'ai eu mon premier smartphone à 18 ans. mhm, mhm. Et je me rappelle que pour les gens, ou 19 ans, je sais plus, 18, 19 ans, mais je me rappelle que c'était déjà très tard, tu vois. Mhm, Même il y a 10 ans. Et d'ailleurs, je me disais, mais ça me manquait pas, tu vois. Donc, mhm. donc non, j'étais pas spécialement dépensier. Donc ouais, donc t'as jamais eu trop ce manque d'argent, t'étais jamais dépensier, mais tout de même, t'avais quand même au fond de toi cette pensée de vouloir développer ta richesse financière, Mm, devenir riche. Alors il y a plein de définitions de riche, mais tu vois, ça me fait penser, je, moi je considère qu'il y a trois types de rapports à l'argent. Il y a la pensée, il y a trois types de pensées. Il y a une pensée que j'aime appeler expansionniste, il y a la pensée minimaliste, et il y a la pensée je m'en foutiste. La pensée minimaliste, c'est la pensée des gens qui comptent le moindre euro. C'est les gens qui, t'en avais déjà parlé, je pense, vont passer 1 heure et demie au téléphone avec la SNCF pour se faire rembourser 15 euros sur un billet de train qui était en retard. C'est des gens qui vont faire attention tout le temps et en fait, leur but dans la vie, c'est de dépenser le moins d'argent mm, possible. C'est une façon de vivre, hein, c'est une façon de voir les choses. Mais je pense que ces gens-là, ils sont malheureusement esclaves de l'argent et ils sont dominés par l'argent. La pensée expansionniste, c'est l'inverse. Pour moi, c'est la pensée des entrepreneurs. C'est la pensée des gens dont l'objectif est de gagner le plus d'argent possible dans leur vie. Alors, la finalité, c'est pas de gagner le plus d'argent. La finalité, c'est de gagner suffisamment d'argent pour être libre. Libre de mener la vie qu'ils souhaitent, de la façon dont ils le souhaitent. C'est un petit peu le concept de fuck you money que tu connais bien. Et ces gens-là, ils font de l'argent un outil au service de leur épanouissement. Et la troisième catégorie, c'est les je m'en foutistes. Et pour moi, c'est la plus touchy, c'est la pire en fait. Parce que c'est des gens qui disent s'en foutre de l'argent. Disent moi, l'argent, ça m'intéresse pas. Et en fait, tu as deux sous-catégories dans les je m'en foutistes. Tu as les je m'en foutistes pauvres et tu as les je m'en foutistes très riches. Dans les deux cas, souvent, quand on a une pensée je m'en foutiste, c'est de famille. Les gens qui n'ont pas d'argent et qui disent bah moi de toute façon l'argent ça m'intéresse pas, souvent c'est par l'éducation parce que les parents avaient une pensée similaire. Inversement, les gens qui euh, sont nés très riches, on en parlait juste avant, qui héritent, bah en fait si jamais ils ont hérité depuis plusieurs générations, c'est des gens qui ont toujours eu de l'argent mais qui du coup n'ont pas la valeur de l'argent, n'ont pas l'importance du travail et qui pour eux, bah en fait l'argent ils en ont toujours eu sans travailler. Du coup ils se disent bah moi l'argent c'est pas important pour moi, je m'en fous. Toi, tu penses que tu es dans quelle catégorie et pourquoi? ouais. Alors, je peux te donner des anecdotes. Je pense que je suis dans la catégorie 2. Expansionniste? Ouais. Euh, et je pense que. Ouais, donc, alors, je savais pas le terme. Moi, le premier, je l'appelais penny pinching. Ouais. Penny pinching, je crois que c'est ça, tu vois. C'est penny pinching, les Américains, c'est quand tu. En fait, tu sais, tu mets chaque euro tu sais, dans le cochon, etc. Ça me. Je suis pas du tout. C'est un truc, ça m'a tout. Quand je voyais ça dans les films, je me disais, putain, mais c'est mon cauchemar, tu vois. Mhm. Penny pinching. Je peux donner une anecdote, en fait. C'est mon père et moi. En fait, plus je réfléchis, plus je me rends compte que en fait, mes parents, ils étaient assez Mhm. frugaux, en fait. Mhm. Frugal, je sais pas comment on dit. Euh, Mon père, une fois, tu vois, on devait changer un balai.
Et je sais pas combien de temps il a passé à réparer le balai. Et genre, je sais pas, il a fait des trucs de ouf, tu vois, pour réparer le balai. Et, euh, et je lui ai dit, mais pourquoi t'achètes pas un balai, tu vois, rachète un nouveau balai. En fait, il a passé 2 heures à réparer un balai qui valait 15 euros, tu vois. Mhm. Et il m'a dit, ah, vous les jeunes, voilà, c'est toujours du neuf et tout. Mais je lui ai dit, mais c'est pas une question de ça, c'est qu'une question que je lui ai dit, t'as autre chose à foutre, tu vois, que passer 2 heures à réparer le balai. Et je pense il avait cette pensée aussi de, tu vois, penny pinching quand on était plus jeune. Et, euh, et donc moi, je me dis, bah, en fait, le balai, il coûte 15 euros. Si tu veux réparer tu vois, le balai, ça te prend 2 heures. Bah, du Mhm. coup, ton temps, c'est 7,5 € de l'heure, tu vois. Mhm. Mhm. Après, il y a d'autres manières de faire. C'est-à-dire qu'en développant, en fait, je me rends compte que lui, il voulait me faire passer il voulait se faire passer pour un écolo, tu sais. Enfin, c'est un Ouais. peu du virtue signaling. En fait, la réalité, c'est surtout que moi, j'aime pas le bricolage et que lui, il aime bien bricoler. Et en fait, quand tu pousses, tu te rends compte que c'est parce que c'est plutôt la satisfaction d'avoir Mhm. bricolé. Ouais, donc Mais- la valeur du plaisir de Ouais, bricolage, elle dépasse les 15 euros en fait. exactement. Par contre, moi, genre, oui, c'est ça en fait. Mais il est à la retraite aussi, donc c'est autre chose. Voilà, et puis il est plus manuel que moi, etc. Moi, sur ça, je suis une vraie bourgeoise, tu vois. Genre, c'est vraiment, je réfléchis, genre, je me dis le temps, et j'aime bien donc, ce terme expansionniste, c'est combien d'argent tu peux générer avec ton temps, Mhm. tu vois, ou alors se dire, tu vois, une heure de mon temps, ça peut me faire réfléchir à d'autres choses, faire levier, etc. Je pense en termes de levier. Mhm. Donc moi, évidemment, tu vois, je vais être le mec, genre, tu vois, je vais prendre le taxi pour l'aéroport, je vais pas prendre le RER, tu vois. Genre, je voyage en première classe, tu vois, Tu voyages en première classe? ouais, enfin, en train, hein. Ah, en train, ok. Ouais, ouais. Non, l'avion, j'ai pas encore assez de fuck you money, tu vois. Mhm. Mhm. En fait, le Delta, je pense, tu vois, de toute façon, quand tu prends l'avion pour faire la première classe, de toute façon, moi, quand je prends l'avion, je me dis, j'ai passé un mauvais moment, tu vois. Ah, t'aimes pas l'avion? Non, j'aime pas. Ouais, Je ouais. pense que je pense que l'avion, le processus, tu vois, d'embarquement et tout, je pense que c'est un des trucs les moins efficaces de notre société. Mhm. Mhm. Genre, il y a rien d'efficace là-dedans, tu vois. Genre, on passe parfois 6 heures dans des trucs qui devraient en prendre 2, Mhm. tu vois. D'ailleurs, je dis probablement ça parce que je suis français, parce que l'aéroport Charles de Gaulle et Orly, ils sont derniers, avant-derniers dans le classement des aéroports mondiaux, hein. De toute façon, Orly, tu y vas, tu comprends, hein. Mais alors que le métro parisien est quand même considéré comme un des meilleurs métros au monde, hein. Ah bon? Ouais, Ouais. c'est Euh, paradoxal du coup. Bah, ouais, et puis, bah, écoute, les autres métros doivent pas être ouf parce que quand je prenais le métro, tu vois, je prenais la 13, c'était Ouais, une ouais, horreur. bon. Donc, moi, je suis dans la catégorie 2, je suis dans les expansionnistes, mais je me rends compte que ma famille était plutôt dans la catégorie 1. D'ailleurs, il y avait. Ouais, ils étaient contents quand ils disaient qu'ils dépensaient moins, tu vois, donc. Mm. Moi, je pense que je suis le plus. En fait, non, c'est même pas ce que je pense. Je suis le plus dépensier de toute ma famille, de loin. Mhm. Mais je pense que. Et pour répondre à ta question, est-ce que j'ai déjà manqué d'argent? La réponse est oui, mais bien après. J'ai manqué d'argent quand j'avais 25 ans, à peu près. Donc t'étais Euh, plus dans le foyer non, familial, non, t'étais non, j'étais émancipé. hors, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est là où j'ai commencé à travailler. Parce que, bah, en fait, j'ai toujours eu une grande gueule, tu vois. Et bah, en fait, à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais pas aller dans le corporate world, tu sais, genre la défense, les trucs. Très, très rapidement, en fait, j'ai fait des expériences qui m'ont pas du tout plu, tu vois, genre je me suis senti humilié, etc. à des moments, donc je me disais genre je peux pas faire ça en fait. Mais C'était quoi les jobs que tu faisais? Ou le job que t'as fait? non, mais j'en ai fait plusieurs. Bah, dans le corporate, j'ai bossé, tu vois, en publicité, tu vois, donc j'ai fait des stages, tu vois, planning stratégique. Je fais de l'influence publique, tu vois, c'est comment tu fais pour comment tu fais en sorte de modifier les lois par de l'influence institutionnelle. J'ai été commercial dans une start-up, tu vois. Mhm. Enfin, Et t'as quelle formation? Parce que je sais même pas quelles études t'as faites. et bah, j'ai fait beaucoup d'études, hein. Je suis parlé de diplôme, j'ai fait Sciences Po Bordeaux, Ouais. parcours communication, et j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP en entrepreneuriat. Mais ça, je l'ai fait je crois en 2 ans. Pardon, j'ai fait l'ESCP 2 ans après Sciences Po, tu Mhm. vois. Ok.
Euh, Donc, t'es parti dans le monde corporate, ça t'a pas du tout convenu. non. Et sauf que je savais pas trop comment faire pour modifier ça. En fait, moi, de base, faut comprendre que je comprends rien à l'argent, en fait. Mhm. Je comprends rien à l'argent, je comprends rien à l'investissement. Mais j'avais l'intuition très jeune que j'étais expansionniste avec l'argent. Mhm. Mais j'ai jamais réussi à l'expliquer jusqu'à un article de Naval Ravikant où il dit la majorité des gens dépensent du temps pour gagner de l'argent alors qu'ils devraient dépenser de l'argent pour gagner du temps. Et quand j'ai compris ça, et qu'il parle du taux inspirationnel, etc., et qu'il dit, ouais, il faut automatiser, déléguer les trucs, en fait, je me suis dit, OK, s'il y a un multimillionnaire en fait, qui explique rationnellement une pensée que j'avais, c'est bon. Tu vois, genre, je me suis dit, c'est validé. J'ai souvent pensé comme ça, j'ai souvent eu des intuitions, mais je me suis dit, c'est probablement ma flemme qui parle. Mhm. Et en fait, non, la flemme, c'est bien, en fait. D'ailleurs, je pense que, de toute façon, les gens qui deviennent riches en investissant, ils font levier par flemme. Mhm. Tu vois, c'est qu'en fait, ils veulent devenir riches parce qu'ils savent qu'ils vont pas le devenir en allant bosser 10 heures par jour. Ouais. Tu vois. En fait, tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a 3 façons de gagner de l'argent. Tu as le travail, tu as l'investissement et tu as l'héritage. Bon, je mets de côté l'héritage parce que c'est particulier, mais on va dire pour quelqu'un de lambda, tu as 2 façons, ok, donc le travail et l'investissement. En fait, il faut vraiment distinguer, tu vois, parce que moi je suis conseiller en investissement, donc pour le coup, je vois bien la différence. Tu as les revenus, ce qu'on appelle le revenu du travail, et tu as le revenu des capitaux. Et le revenu du travail, c'est du revenu qui va du coup te coûter du temps, mais qui va générer du revenu à court terme, alors que les revenus des capitaux, c'est l'argent que tu vas investir, et c'est du revenu qui va te générer de manière passive, qui va être généré de manière passive, généralement, enfin, tu vois, selon dans quoi tu investis, mais qui est sur du long terme. Et en fait, c'est très difficile pour la majorité des gens, je pense, de se projeter suffisamment loin pour se dire ouais mais en fait l'argent que je mets de côté maintenant que j'utilise pas pour du plaisir court terme il va y avoir un effet de levier dessus et 1 euro, j'exagère hein, mis de côté aujourd'hui, épargné, investi, c'est 10 euros que je m'offre à mon mois de demain. Et moi c'est ce que je pense à chaque fois que tous les mois moi j'investis. Et à chaque fois que j'investis, je me dis, bah, je souris en fait. C'est presque bête dit comme ça, mais je suis content quand je me connecte sur mon courtier et que j'investis en me disant, bah, en fait, là, je me fais un cadeau. Tu vois, quand j'investis 100 euros, bah, j'ai l'impression de m'offrir 1000 euros à mon mois de demain. Et je pense que les gens ont beaucoup de mal à se projeter sur, tu vois, à avoir cette vision du je me fais plaisir à mon mois de demain. Ouais. Mais franchement, c'est compliqué. C'est aussi, bah, déjà, tu vois, ton toi de demain, mais est-ce que tu seras vivant, tu vois, déjà Mm. C'est L'investissement, c'est aussi une croyance qu'on va vivre, tu vois. Et donc, en fait, il y a ces deux trucs-là. Parce que aussi, ce que tu investis, tu peux le perdre, tu vois. Et ça, c'est investir que ce qu'on peut se permettre de perdre. Alors, tu vois, là, je t'arrête parce que tu vois, j'entends souvent cette phrase en investissement, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et en fait, je déteste cette phrase. Et je suis conseiller en investissement. Pourquoi? Parce que je considère que quand on fait des investissements intelligents, quand on investit correctement son argent, correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en adéquation avec son profil de risque, avec son horizon d'investissement, avec ses objectifs. Il n'y a aucune raison de perdre son argent. Moi, j'ai travaillé dur pour gagner cet argent, plein de façons différentes de gagner cet argent. J'ai pas envie de me dire demain, je vais peut-être le perdre. Si jamais je veux le perdre ou je veux risquer de le perdre, je vais jouer au casino, tu vois, alors que je déteste les jeux d'argent. Mais l'investissement, c'est à distinguer de la spéculation. Quand tu fais de la spéculation, tu peux te dire, bon, bah là, c'est un pari que je fais. Par exemple, quand tu investis en private equity, quand tu investis sur un altcoin dans les cryptos, quand c'est des paris. Mais quand tu fais de l'investissement long terme, que ce soit sur les marchés financiers ou en immobilier, quand tu fais bien ta due diligence, d'analyser ce dans quoi tu vas investir en amont, que tu investis de façon diversifiée, que tu investis avec un horizon d'investissement suffisamment long, il n'y a pas de raison de perdre son argent. Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens qui me disent, ouais, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre, je dis non. Il faut investir l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Parce que sur les marchés, je parle surtout des marchés financiers, c'est ma spécialité. Les marchés financiers, sur le long terme, ils sont haussiers. Donc, tant qu'on a un horizon d'investissement suffisamment long, il n'y a aucune raison de se dire, bah, cet argent-là, je risque de le perdre et je pourrais le perdre. Il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. Mais écoute, je pense que de toute façon, en investissement, il y a une phrase qui s'appelle
Tina, there is no alternative, tu vois. C'est-à-dire que de toute façon, si tu n'investis pas, ton argent il brûle, quoi. Par l'inflation ou parce que t'as pas les intérêts composés, etc. Donc de toute façon, oui, l'argent qui reste sur le compte en banque, y a pas, pour moi, il y a pas de question. Il faut l'investir. Après, euh, je pense que il n'y a pas de vérité, tu vois, sur est-ce que investir, c'est probablement perdre son argent ou pas. Je pense que c'est une question de perspective. Moi, je pense que, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde que j'estime un monde que Taleb appelle le monde de l'extrémistan, il peut arriver beaucoup d'événements aléatoires, tu vois. On ne sait pas, en fait, ce qui peut se passer. Donc, si ça se trouve, dans 20 ans, tu vois, la bourse, elle aura chuté par 2, en fait. Tu vois, même si tu as mis dans des indices, pendant longtemps, tu vois, la bourse américaine, elle a monté, mais on n'est pas à l'abri d'un événement aléatoire, en fait. Tu vois, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il peut y avoir, tu vois, des bombes nucléaires. La bourse peut perdre, tu vois, en cotation. La tech peut, tu vois, il y a quelques jours, tu vois, la Silicon Valley Bank, tu vois, qui fait faillite. C'est un événement aléatoire, ça, tu vois. Genre, personne n'aurait pu le prédire. D'où l'importance de diversifier. Complètement. Ça, tu vois, plus, je sais pas, le Covid, tu vois, on est quand même, enfin, Covid, guerre en Ukraine, enfin, tu vois, on vit dans un monde depuis 5 ans que même les plus grands scénaristes de Netflix auraient pas pu imaginer, tu vois. Donc, d'où l'importance de diversifier, mais sur du long terme, oui, si tu diversifies, c'est un peu à la Warren Buffett. Warren Buffett, il avait une phrase où il a dit le problème des gens, c'est personne ne veut devenir riche lentement. Et c'est vrai que, en fait, je pense que tu as une approche un peu à la Warren Buffett. C'est-à-dire, tu as l'air de penser que tu vas vivre longtemps, que et tu diversifies et que, tu vois, si tu fais les choses de manière smart, tu vas devenir riche. Et je pense que tu vas devenir riche. Enfin, on pourra parler des définitions de la richesse, mais je pense que tu as l'air assez calme et tu en connais plus 99,9% de la population d'investissement. J'ai pas trop de doute là-dessus, tu vois. Mais sur ce que tu as dit, en fait, tout à l'heure, tu as dit, oui, il y a 3 manières de devenir riche. Il y a le travail, l'investissement et l'héritage. En fait, je pensais même pas au travail, tu vois. Parce que quand moi, je dis hors de l'hérédité et de l'investissement, je pense que c'est plutôt l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu fais un exit. En gros, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches, par exemple, à Silicon Valley, alors qu'ils n'ont rien investi. Tu vois, ils ont fait un gros exit. Et après, ils ont investi, tu vois. Mais ils ont investi pour pas dilapider l'argent, tu vois, qu'ils avaient vendu. Tu vois, je suis pas sûr que Zuckerberg, par exemple, quand il est devenu milliardaire, je suis pas sûr qu'il avait investi beaucoup de base. En revanche, après, il a racheté Facebook, il a fait racheter Facebook, WhatsApp, plus Instagram, etc. pour genre pas tomber comme un dinosaure, en fait, parce que donc en fait c'est moi je sais pas, si je survis, on va dire, si je survis, parce que c'est une hypothèse, tu vois, que j'arrive à 70 ans voilà, mais c'est qu'une hypothèse. Mais si je survis, je sais pas si dans les probabilités, si moi je pense que je vais devenir riche. Et je dis je pense un peu par humilité, mais pour moi il n'y a pas vraiment d'alternative. Enfin, je me vois pas finir pauvre, ou alors tu vois. Mais est-ce que je le serai par les revenus que j'ai générés, ou est-ce que je le serai par l'investissement? Je pense que j'ai un profil plutôt entrepreneurial qu'investisseur. L'investissement, ça me fait un peu chier. Même si je pense qu'à terme, le but, moi, c'est que je bosse plus vraiment et que je devienne un peu... rentier. VC, plutôt genre un angel invest. Parce que rentier, c'est une condition, mais moi, j'ai pas envie de... Tu vois, la vie de... aller sous les cocotiers et rien faire, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, je pense que j'ai envie de prendre ma retraite tôt ou de jamais la prendre. C'est-à-dire de toujours faire de toujours bosser, en fait, mais pas, tu vois, pas le charpentier ou... Je veux dire bosser, mais dans des trucs intéressants, quoi. En fait, j'ai envie au final, jamais m'arrêter de bosser et en même temps, m'arrêter de bosser dès aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu le concept de se dire, t'es déjà à la retraite, quoi. Bah, je pense que je suis un peu semi-retraité, ouais. Mais j'en sais rien, parce qu'il y a des moments où je dois bosser et je suis peut-être aussi... mais je suis pas, tu vois, je suis pas un grand inquiet, en fait, aussi. Donc, il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai peut-être plus d'argent que ce que j'ai. Alors, il faudrait que je me bouge le cul, tu vois. Mais en fait, vivre
alors pas sans dire au-dessus de ses moyens, mais de se dire, bah, moi je dépense comme si, je gagnais, je sais pas moi, 500 000 € par an, bah, ça te force peut-être à chercher à gagner justement, bah, cette somme en te disant: «Moi ça c'est le niveau, c'est le lifestyle que je veux avoir» et du coup c'est un peu une réflexion inverse. Les gens se disent: «OK, combien je gagne? Grâce à cet argent, je peux dépenser tant» et en fait, toi tu te dis: «Bah, moi je veux dépenser tant, comment je fais pour gagner l'argent nécessaire pour, dépenser cet argent?» Exactement. En fait, c'est un peu la différence entre. C'est très controversé ce sujet, même parmi les financiers. C'est le premier, tu vois, le premier conseil qui me semble un conseil de, tu vois, de très bon père de famille, qui est vis en dessous de tes moyens, quoi. Mmh. C'est-à-dire, en fait, c'est la phrase connue, quand tu augmentes ton salaire, n'augmente pas ton style de vie, tu vois, ce qui, je pense, est un très bon conseil de base, surtout de pas s'endetter et de surtout pas, tu vois, s'obliger comme les Américains à prendre 4 voitures, 4 machines à laver, etc. Enfin, je pense que ça, c'est un très bon conseil, mais je dirais que c'est plutôt un conseil financier, Mmh. tu vois. Et il y a un autre conseil, je pense, qui est plutôt un conseil état d'esprit, mindset, qui est, ce que moi j'appelle l'attitude 5 étoiles, qui est se dire, en gros, je me traite comme Beyoncé parce que c'est ce que je mérite. Mais du coup, si je veux me traiter comme Beyoncé, il faut que j'ai l'argent de Beyoncé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tu vois, ce mindset de se dire, tu vois, je vais en première classe dans le train, je vais faire des massages, tu vois, je prends un assistant. Mais tout ça, ça chiffre vite, quoi. Tu vois, genre à Paris, si tu veux faire un massage, c'est 120 euros. Tu vois, si tu vas en première classe, tu passes du 60 euros le billet à 120 euros le billet. Enfin, tout ça chiffre vite, quoi, tu vois. Et se dire exactement, au lieu de faire du penny pinching, tu te dis, non, je vais vivre bien pour me mettre bien, pour que ma tête soit bien, mon corps soit bien, et je vais générer du cash. Mmh. Tu vois, Guillaume Moubèche, il avait dit dans un podcast, il a dit, moi, en fait, je suis pas, il dit, je passe pas mon temps genre à optimiser le truc, etc. Il y a des moments, ok, vas-y, j'ai pas le temps. Tu vois, t'as pris un train, tu l'as oublié, tu rachètes un billet et puis tu te fais pas rembourser, tu vois, genre, ça coûte 30 euros ou 40 euros, ça va te prendre 20 minutes à te faire rembourser. Bah, tu vois, c'est un mindset, mais de dire, ok, je me fais pas rembourser, tu vois. Mmh mh. Et ça ferait crier mes parents, tu vois. Mais il y a eu plein de trucs où ça m'est arrivé, où la dernière fois, tu vois, je m'étais trompé. En fait, un, j'avais pris un Paris, j'étais à Budapest et je devais rentrer, j'ai pris un Budapest, pardon, et j'ai pris un Paris-Budapest au lieu de prendre un Budapest-Paris. Donc j'arrive à l'aéroport, pas d'avion, et je me rends compte, en fait, en lisant le vol, que je m'étais planté, tu vois. Bon, ok, tu vois, ça te coûte 300 euros. Mais tu sais, j'ai pas commencé à me dire ah non, mais je vais aller au comptoir, me faire rembourser, je vais aller sur Internet. Tu vois, avant, avant j'aurais fait une crise. Tu vois. Là, je me suis dit ok, Thibaut, t'as été con. Et en fait, ces 300 euros, c'est le prix de la claque que tu mérites pour plus jamais faire cette erreur. Et genre, j'ai pas galéré. C'était réglé en 2 minutes. Je me suis dit, ok, résous le problème. J'ai pris le taxi, je rentre à Budapest, je prends un hôtel, je prends le premier vol le lendemain et je rentre, tu vois. Du coup, tu te prends double peine. Et ça, pour moi, c'est attitude 5 étoiles et c'est, voilà, t'avances, quoi, tu vois. Mais du coup, ça te motive énormément à, chercher à gagner plus, donc ça, c'est top. Mais derrière, est-ce que tu perds pas un petit peu la valeur de l'argent? Perdre la valeur de l'argent, pour moi, Parce que l'argent, du ça coup, pour vaut. toi, tu vois, 30 €, 40 € ou un billet de train ou un billet d'avion, tu te dis: «Bah, fuck it, quoi». Genre, Ouais. c'est pas du coup, c'est une question de je comprends, hein, tu valorises ton temps, mais la réalité, c'est, pour la grande majorité des Français ou même à l'international, ils peuvent pas se le permettre, tu vois? Heu, comment est-ce que toi comment est-ce que toi tu valorises ton temps? Comment est-ce que tu le Hmm. valorises et à combien tu le valorises? Ouais. Alors, sur la valeur de l'argent, moi, l'argent, ça vaut rien, en fait, de toute façon. Tu vois, genre, il n'y a pas de valeur de l'argent. Il y a de la valeur des choses, tu vois. Genre, tout à l'heure, tu parlais, tu vois, les gens qui s'en fichent, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir de la valeur dans les choses, dans les expériences, mais l'argent, ça vaut rien, en fait. Tu vois, c'est un outil, comme ils disent dans le Loup de Wall Street, c'est du fugazi, tu vois. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est une construction, tu vois, qu'on a fait juste pour. Au lieu de s'échanger un poulet contre, tu vois, une tourte Mmh. ou contre, tu vois, une Ouais, paire de bottes. faire du troc, quoi. Mais non, mais c'était ça en fait. L'argent, c'est juste C'est un intermédiaire. c'est un intermédiaire pour fluidifier les échanges, Mmh. tu vois, et qui fait gagner du temps à tout le monde. Pour moi, ça a pas de valeur en fait. Ça n'a aucun sens. Donc,
je m'en fiche en fait de la valeur de l'argent. Je pense que c'est plutôt la valeur de la valeur des choses, tu vois. Donc moi, la question c'est quoi après, tu m'as dit? C'était sur Comment est-ce que toi tu valorises ton temps et à alors combien? alors combien je valorise mon temps? Alors je combien je valorise mon temps? Je pense qu'aujourd'hui, mon temps, ce qui vaut vraiment sur ce que je suis capable d'apporter, je pense qu'il vaut 3 000 € de l'heure, tu vois? Ok, pourquoi? Parce que je pense que je suis capable de générer, tu vois, de la valeur pour 3 000 € en 1 heure, en aidant des gens. Est-ce que pour autant, il y a quelqu'un qui est prêt à payer ça? Bah, une personne, non, mais je pense pas qu'une personne me filerait 3 000 €. En revanche, la question, c'est comment moi je m'organise pour que 1 heure de mon temps enfin 1 heure de mon temps que je facture, j'arrive à la facturer Le plus 3 000 possible. €. Ouais. Donc sur ça, il y a plusieurs manières. C'est que tu scales ton temps. Soit tu donnes une conférence, soit tu donnes, tu donnes ton temps de 1 heure à plusieurs personnes. Et l'ensemble, l'addition de ces personnes fait 3 000 €. C'est le one-to-many. Ouais. Ou alors, tout simplement, la question, c'est que tu décorrèles, c'est le but, tu décorrèles ton temps de tes revenus. C'est-à-dire que tu crées donc des actifs qui tournent, tu vois, dans ton dos, quoi. En gros, tu divorces, tu décorrèles ton temps de ton argent. Mhm. Et là, le but, c'est quand je travaille, il faudrait que 1 heure d'input fasse 3 000 €. Mhm. Et je pense, tu vois, c'est un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre ce que les gens sont prêts à payer et ce que je toi, pense tu que valorises, voilà, ouais. vaut mon temps. Je pense que le but, en fait, ce serait que ça, c'est une réflexion récente, c'est que si les gens veulent acheter mon temps, je le mets tellement cher que soit ils l'achètent pas parce que c'est indécent, et du coup, ça me force moi à décorréler mon temps au lieu d'aller travailler, au lieu de le vendre. Soit il achète, et à ce moment-là, je me dis, ok, à ce prix-là, je suis prêt à le vendre. Du coup, je fais un truc en ce moment, c'est que, tu vois, le ghostwriting, ça paye très bien. Mhm. Tu vois, donc là, c'est autour de 500 € de l'heure, tu vois, que je vends mon temps. Et je me force parfois à genre monter mes prix, mais genre à des taux prohibitifs, Mhm. limite pour me faire insulter. Et comme ça, je me dis, ok, s'il n'est pas prêt à le prendre à ce prix-là, ça va m'obliger, moi, à diversifier, en fait. Mais la dernière fois, je me suis fait insulter. Tu vois, il y a un mec qui vient et je lui dis, ouais, je lui dis, mon offre minimale, c'est 3 heures, plus mes supports de formation que je te donne. Et je lui dis 2 700 € hors taxe. Et le gars, il était à deux doigts de m'insulter, tu vois. Il me dit, je savais que c'était un tocard parce que le mec, il commence à me donner un retour sur le prix, alors que je lui ai rien demandé. Il me dit, oui, c'est comme des avocats très médiatiques, à ce prix-là, je ne prends pas. Je m'en fous de ta vie, en fait, tu vois. Genre, moi, je me mets à ce prix-là, me questionne pas. Tu dis oui, tu dis non, tu vois. Si c'est non, me raconte pas ta vie, tu vois. Genre, mais c'est aussi, tu vois, ça fait très confrontationnel. Mais d'un côté, tu vois, j'avais pas besoin de cet argent, tu vois. Mais s'il avait pris, j'aurais vendu. Mais c'est ça l'énorme différence, je pense, entre, tu vois, toi qui peut te permettre de tester des prix prohibitifs comme ça, quitte à te faire insulter ou à te prendre des bâches, et énormément d'entrepreneurs qui sont moins avancés que toi dans le chemin et qui ont besoin de cet argent, ou en tout cas qui se disent, bah attends, quand même, tu vois, je peux pas me permettre de cracher sur, tu vois, 500 € ou 600 € ou même moins, tu vois. Je pense il y a ce décalage entre... Enfin, est-ce que toi, tu considères que genre tout le monde peut atteindre ton prix ou pas? Alors, déjà, oui. Et plus, j'espère pour tout le monde. Mais je pense que là, en fait, la majorité des gens, c'est ce qu'on me reproche. Mais je pense que les gens réfléchissent à l'envers. Mais tu peux jamais cracher sur 500 €, tu vois, ou je sais pas combien. Mais tu peux. Enfin, quand tu penses comme ça, à ce moment-là, tu dis, au début, tu ne peux pas jamais cracher sur 50 €, tu vois. Et après, ça monte et tu peux jamais cracher sur. Ben non, tu peux pas cracher sur. Mais je pense que les gens prennent pas le problème par le bon bout. C'est parce que c'est en te forçant à avoir cet état d'esprit que tu te mets un coup de pied au cul, tu vois. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vois que les gens font, c'est qu'ils sont bloqués à un moment. Ils se disent, ah non, je me mets à un prix où il y aura zéro négociation.
tu vois, et c'est déjà beaucoup, etc. Mais en fait, ça veut rien dire, c'est beaucoup. À qui tu t'adresses, tu vois. Évidemment que si tu t'adresses à quelqu'un, tu vois, dans la rue, les gens, ils trouvent que tout est cher, de toute façon, tout le temps. Donc, ils vont toujours trouver que c'est cher et tu réussiras jamais à vendre. Mais si tu vends une prestation SEO, tu vois, je sais pas, un CEO d'un grand groupe, tu vois, tu peux parler, là, 20 000 euros, 30 000 euros, c'est pas les mêmes montants. Les mêmes ordres de grandeur. Voilà, les mêmes ordres de grandeur, tu vois. Euh, et ce que je pense, c'est qu'il faut aussi fréquenter des gens qui sont prêts à payer ces prix-là. Tu vois, moi, je vis dans un écosystème où, genre, tu vois, mon coach, je le paye genre 200 euros de l'heure, tu vois. C'est un coach en quoi? C'est un coach un peu mental, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu sais, 200 euros de l'heure, genre pour la population, on va dire la gen pop, la population lambda, c'est énorme, tu vois, 200 euros. Tu te dis, mais qui paye 200 euros? Ben moi, si je vends à des prix que je considère même pas haut, mais que les gens considèrent haut, c'est aussi parce que je suis capable d'acheter à ça, tu vois. Et je pense pas que quelqu'un pourrait vendre 500 euros ou 1000 euros de l'heure si dans sa tête, il n'est pas capable d'acheter à ce prix-là. Et c'est un truc que les gens comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils se disent... En fait, d'ailleurs, il y a des gens qui me traitent de menteur. Bah, souvent, c'est un miroir de la médiocrité. C'est que tu peux pas concevoir, en fait, de vendre à 500 euros de l'heure parce que tu n'es pas capable d'acheter à 500 euros de l'heure. Tu vois. Et quand, quand tu changes cet état d'esprit-là et que tu te dis, je suis capable et je vais payer 500 euros de l'heure quelqu'un, tu n'as plus de problème à te vendre à 500 euros de l'heure, tu vois. Et moi, je vis dans un écosystème où les gens se vendent à ce prix-là. Du coup, la barrière psychologique, elle pète. Mais évidemment, si tu restes qu'avec des gens qui vendent à 50 euros de l'heure, tu vas te sentir bizarre de vendre à 500 euros de l'heure. Et si tout ce que tu achètes, bah, c'est pas cher, tu as l'impression que ton prix, il est prohibitif parce que tu vis pas dans le même monde, tu vois. Mais tout ça, c'est que comme dans Wall Street, c'est que du fugazi, c'est que du miroir psychologique lié à l'argent, tu vois. Ouais, donc il y a vraiment besoin de se mettre dans un environnement, un écosystème où l'argent, c'est du fugazi. Tu peux dépenser beaucoup pour derrière gagner beaucoup. Et soit tu te dis, bah non, je veux dépenser peu, mais tu vas gagner peu. Je sais pas vraiment, mais sur l'attitude 5 étoiles, il y a un site qui s'appelle intro.co. C'est un site américain où tu peux acheter genre le temps de star de l'entrepreneuriat. Genre tu peux acheter par exemple 1 heure avec la styliste de Beyoncé. Ok. Tu peux acheter 1 heure avec l'entrepreneur et VC Sahil Bloom. Tu peux acheter tu vois 1 heure avec les VC de Andreessen Horowitz. Ok. Et les prix sont affichés parce que tu vois, en gros tu bookes leur calendrier, c'est 30 minutes. Ok, bon bah les mecs, quand tu vas les voir, ok, Sahil Bloom, $2000 de l'heure. Bon, bah, ok, je savais pas qu'il y a des gens qui se vendaient à ça. Ok, tu prends la styliste de Beyoncé, 400 euros de l'heure. Mais tu sais ce que je me suis dit, tu vois, quand j'ai vu l'heure de Beyoncé, je me suis dit, putain, c'est pas cher. Ouais. Non, mais effectivement, ouais. Bah, quand tu te dis de Beyoncé, quand tu vois. Enfin, en fait, le truc, c'est que, bon, tu te dis Beyoncé, tu vois les millions, tu vois. Tu te dis sa styliste. Je sais plus qui. Je crois que c'était le coiffeur de François Hollande. Ça avait fait parler de ça à un moment quand il était président de la République, que le type venait en voiture, à l'Élysée pour couper les cheveux les quelques cheveux de François Hollande, et que la coupe de cheveux de François Hollande c'était 500 euros, un truc comme ça, pour te couper 3 cheveux, tu vois. Ouais, et pourquoi pas en fait, tu vois. Mais évidemment, BFM, tu vois, c'est journalistes pauvres, tu vois, qui comprennent pas en fait les ordres de grandeur. Ces mecs, ils doivent être payés, ces journalistes doivent être payés 2500 euros. Donc évidemment, quand tu as une news ça fait rigoler, tu vois, le coiffeur de François Hollande, tu sais, ça pourrait être le coiffeur de Bruce Willis, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Enfin, si, là, ce qui était chiant, c'est que c'était de l'argent payé par le contribuable. Ouais. Mais imaginons que ça soit Bruce Willis. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait, que tu vois que le coiffeur de Bruce Willis, il coûte 80 000, c'est lui qui paye. Alors là, c'était l'argent public, donc ça peut être considéré comme une dépense somptuaire. Mais voilà, la styliste de Beyoncé, 400 euros de l'heure, enfin 400 $ de l'heure, Sahil Bloom, 2000 $ de l'heure. Et en fait, tu vas sur le site américain, Intro.co, tu as tous ces mecs-là. Et tu dis, ouais, il y a un écosystème avec des gens qui vendent ça, et il y a des gens qui payent ça. Et limite, si des gens ne sont pas prêts à payer, c'est pas grave, parce que eux, ils mettent ça un taux inspirationnel. C'est-à-dire,
le taux pour lequel en fait, ça vaut le coup de décrocher le téléphone. Mais moi, j'aimerais que le taux pour décrocher le téléphone, il soit infini. Tu vois, en fait, j'ai pas envie de décrocher le téléphone. Mais c'est juste que c'est une autre manière de faire de l'argent. Mais j'aimerais décorréler complètement, tu vois. Bah, c'est Peter Devel, je crois, qui disait il avait fait un article Why I'm Unreachable. Pourquoi Ouais. est-ce que vous ne pouvez pas me contacter? Parce que lui, bah, justement, il déteste parler au téléphone, il déteste répondre aux messages. Mm. Et c'est justement parce que lui, il est capable. Mais est-ce que vraiment tout le monde, selon toi, est capable de décorréler comme ça ses revenus de son temps? Mais alors, tout le monde. Parce que tu avais dit, je te cite pour le coup, dans un post, que pour toi, 50% de la population mondiale pouvait créer un business de une personne millionnaire. Ouais, je pense, ouais. Comment ils peuvent arriver à faire ça? Là, on arrive presque à quelque chose de philosophique, mais il faut voir comment la richesse se crée, en fait. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Je pense que la plus grande incompréhension de la population vis-à-vis de la richesse, c'est que les gens pensent que la richesse, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, si un tel tu vois, devient riche, c'est forcément qu'il a pris à quelqu'un. C'est une phrase qu'on entend souvent. C'est en fait, pour être riche, tu as forcément pris à quelqu'un. Alors, les gens comprennent pas en fait que la richesse, c'est un jeu à somme positive. Tu vois. Si, tu vois, en Norvège, tout le monde a l'eau potable, que tu vois, tout le monde a l'électricité, que tout se passe bien, que les réseaux de transport sont bien, c'est qu'à un moment, il y a des entrepreneurs qui ont créé des projets. Ces projets ont généré de la richesse et le niveau de vie de chacun a augmenté. Tu vois, la Norvège, elle n'est pas devenue riche comme ça. Elle est devenue riche parce que les gens ont créé des projets. Alors que si tu vas dans d'autres... Parce qu'ils ont des réserves de pétrole aussi, accessoirement. Oui, peut-être, mais tu vois, mais s'ils avaient du pétrole et personne pour créer des infrastructures, à un moment, tu es limité. Ou alors peut-être qu'ils auraient fait venir d'autres personnes. Alors qu'il y a d'autres pays, et ces pays-là, je sais pas, ils n'ont pas l'eau potable, tu vois, ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'électricité. Au final, si quelqu'un arrive dans ces pays et crée un business pour gérer l'eau potable, il va devenir riche, mais le niveau de vie de chacun va augmenter. Tu vois, parce que après, c'est les coûts. En fait, plus tu amènes de la technologie, plus les coûts baissent. Et donc, c'est que les gens sont plus riches, pas parce qu'ils ont plus d'argent, mais parce qu'en fait, ils ont plus de choses à des coûts inférieurs. Et en gros, en gros, si demain, tu vois, on parlait de la viande, par exemple, si on arrive à avoir plus de viande à moindre coût, la santé de chacun peut augmenter. Enfin, bon, c'est compliqué, la viande et la santé, mais ou du poisson, ou ce que tu veux. Ou l'accès, tu vois, à l'éducation. Tu vois, aujourd'hui, c'est même difficile d'aller chez le dentiste, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à aller chez l'opticien, etc. Donc, il y a plein de problèmes à résoudre, en fait. Et je pense que la moitié de la population peut devenir riche. Déjà, si tout le monde était entrepreneur, en fait, ton utilité marginale, quand tu es une entreprise de 1000 personnes, elle est faible. Parce qu'en fait, tu es la dernière roue d'un carrosse qui n'a pas vraiment besoin de toi. Ton but, c'est que tu sois complètement réplicable et interchangeable. Si tu as ton business de une personne, en fait, ton utilité marginale, elle va être première, parce que c'est ton propre business. Donc, si les gens ont une utilité marginale et créent leur propre business, tout le monde deviendrait plus utile et plus riche. Je suis d'accord, mais ça dépend des compétences que tu peux apporter à la société. Et tu peux créer un business de une personne si ton business, c'est, j'en sais rien, moi, cirer des chaussures ou je sais pas, enfin bref, des choses assez peu utiles dans la société, tu vas jamais devenir millionnaire. Ouais, mais tu peux apprendre. Mais c'est pour ça que j'ai pas dit 100%, je dis 50%, parce que je veux dire, il y a des endroits où c'est même difficile d'avoir Internet aujourd'hui. Donc, Internet est la plus grosse barrière, tu vois. Donc, c'est la deuxième chose. Naval, il disait, on n'a pas assez d'ingénieurs, tu vois. Mais si tout le monde devenait, enfin, si on avait plus de gens qui devenaient ingénieurs, on pourrait régler beaucoup plus de problèmes technologiques plus rapidement, tu vois. Il faisait l'analogie du prof de maths. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin, tu vois, dans notre pays, de, je sais pas combien, 30 000 profs de maths, tu vois. Pourquoi on n'a pas, genre, 10 profs de maths? On a 10 profs de maths, ils deviennent profs de maths, à l'échelle, ils créent, tu vois, de la technologie, ils créent du média sur YouTube. Et en fait, Naval, il dit, tu vois, on devrait prendre les 10 meilleurs profs de maths. Et tu vois, je sais pas, il y en a un qui est drôle, il y en a un qui est sérieux, tu vois, on prend un homme, une femme, tu vois. Enfin, tu en prends 10, et c'est censé être suffisant. On n'a pas besoin de 30 000 profs de maths, tu vois.
Parce que la technologie et le média permettent d'aller à l'échelle, en fait. Donc, pourquoi 50%? Parce que tout le monde n'est pas fait peut-être pour être entrepreneur, mais je pense en tout cas que la moitié de la population peut devenir entrepreneur et augmenter leur utilité marginale. Et oui, je pense que la moitié de la population peut devenir millionnaire. Mais tu avais aussi dit, pour toi, les gens peuvent assez facilement, euh, ceux qui veulent devenir entrepreneurs, monter à 4, 5, 6, voire même 10 000 euros de revenus mensuels. Euh, Pareil, même question pour toi, vraiment, l'utilité marginale des entrepreneurs doit permettre de monter assez rapidement, doit pouvoir permettre de monter assez rapidement à 10 000 euros de revenus mensuels. Franchement, si en 5 ans, Mhm. tu n'arrives pas à générer plus de 3-4 000 euros par mois, c'est qu'il y a un souci dans ton business. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de talent, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais de manière que tu fais pas bien. Tu fais mal, ouais. Ouais, il y a un problème, il y a un truc à gérer. Soit tu n'es pas sur la bonne niche. C'est-à-dire ce que tu vends a pas beaucoup d'intérêt ou a peu d'intérêt pour ta cible. Et du coup, à ce moment-là, il faut pivoter. Soit sur le marché sur lequel tu es, tu n'as peut-être pas la plus grande utilité. Peut-être que peut-être qu'il faut que tu te spécialises, tu vois, dans un sectoriellement. Peut-être qu'il faut que tu te spécialises sur une verticale. Peut-être qu'il faut changer la manière dont tu fais ton acquisition client. Mais il faut aussi se rendre compte à l'évidence, c'est que pour arriver à ce niveau de revenu, à un moment, il ne faut pas faire l'enfant gâté. C'est pas penser, tu vois, comme un artiste fauché, se dire je vais faire ça, je vais vendre ça à la société en espérant que les gens achètent. Tu vois, entrepreneuriat, c'est dur. On n'est pas des artistes. Enfin, on est un peu des artistes, mais t'es pas là à faire tes tableaux et à dire ouais, quelqu'un va les acheter, je vais faire ça. À un moment, faut aussi, tu vois, ne pas être égoïste. C'est-à-dire, si tu veux faire du niveau de revenu, c'est toujours penser qu'est-ce que j'apporte et penser d'abord aux autres, tu vois, et à ce que tu vas vendre. Si tu penses qu'à toi et à ce qui te plaît, à ce moment-là, tu vas peut-être pas avoir tes niveaux de revenus, mais il faudra pas se plaindre, tu vois. Je pense que c'est l'écueil dans lequel beaucoup d'entrepreneurs auquel beaucoup d'entrepreneurs font face, qui est de se dire je vais développer le meilleur produit possible, mais en fait le meilleur produit possible il est dans leur œil, selon leur vision, selon leur idée, et parfois c'est ce dont le marché avait besoin, mais souvent ça serait un coup de chance si jamais c'est sorti de leur tête en un claquement de doigts. Alors que la réalité de l'entrepreneuriat pour moi c'est que c'est un processus extrêmement itératif où tu as une certaine idée, tu la présentes au marché, mais c'est pour ça que c'est très important de la présenter rapidement au marché pour la confronter et dire aux gens, bah voilà mon idée, est-ce que ça vous plaît? Oui, non, ça va plaire à certaines personnes, pas trop à d'autres. Peut-être que tu vas dire, ok, bah ça plaît, mais ça plaît pas, donc je vais changer la partie qui plaît pas. Et c'est seulement au bout d'un processus itératif assez long que tu peux vraiment confronter ton idée au marché et te dire, ok, là, je réponds à un besoin, je soulage une douleur, et finalement, j'ai trouvé le bon segment, le bon marché, la bonne niche. Non, mais clairement, mais là, si tu me démarres sur les startups, on va aller loin. Mais oui, en effet, je pense que le niveau d'entrepreneuriat global est très faible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en France, on n'apprend pas ça à l'école. Deux, c'est une ignorance sociétale sur ce qu'il est possible de faire. Et trois, je pense que les gens ont un gros biais. Ils comprennent pas ce que sont les entreprises. Tu vois, ils se disent, en gros, tu as les boulangeries, tu vois, tu as Uber. En fait, ils pensent que B2C, consumer. Ils se rendent pas compte en fait de tout le tissu économique des entrepreneurs, tu vois, des boîtes B2B, des freelances, rédacteurs web, de tout ce qui se passe dans le Web 3. Enfin, il y a une ignorance globale qui fait que la presse, tu vois, va te présenter Michel, tu vois, qui vend des chaussettes, tu vois, connectées. Ils vont te parler d'Elon Musk, tu vois, ils vont te parler de Bill Gates, mais ils vont pas s'intéresser, tu vois, à un rédac web dans la finance qui fait 200 cas par an, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas une question de montant. Je sais pas si tout le monde peut faire 10 cas par mois. Enfin, d'ailleurs, il faudrait savoir si c'est du chiffre d'affaires, du salaire, etc. Parce que si c'est du salaire, ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire il génère en fait le double. Mais oui, je pense que chacun peut vivre décemment de son activité à 3-4 000 euros par mois, tu vois. Ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. En quelques années. Au début, c'est un peu dur.
mais ce que moi j'appelle les punks du web, c'est-à-dire une business de une personne, l'avantage de faire ça, c'est que au lieu de créer, tu vois, une entreprise et tu vois, de recruter tout, c'est que si tu as des moments difficiles, tu te mets sous le radar. C'est-à-dire, tu as la capacité aussi, tu vois, moi je préfère voyager en première classe. Mais si, je veux dire, si demain les temps sont difficiles, je peux revenir à la deuxième. Tu vois, je peux baisser tous mes coûts. Alors, ouais, mais ça, tu l'as jamais vécu. Tu vois, le fait de faire redescendre un petit peu ton niveau de vie, t'en as jamais eu besoin et je te souhaite que ça soit jamais le cas. Mais tu vois, tant que ça t'est pas arrivé, euh, je sais pas si on peut vraiment se projeter en disant non, mais moi, demain, si dois plus prendre l'avion, si je dois retourner en seconde classe, si je dois plus manger de viande, si je dois me restreindre, ça me dérange pas. Et je pense que tant qu'on l'a pas vécu, c'est de la spéculation, mais on peut jamais vraiment être certain de. je l'ai vécu au début. Moi, j'ai Oui, oui, pas, mais pas tu l'as commencé. vécu avant. Mais Ouais. maintenant, tu as upgradé ton niveau de life. Et est-ce que tu as déjà eu à le redescendre depuis ou pas? Alors, en fait, je suis pas. Moi, je pense que je suis pas d'accord avec toi dans le sens où il y a des gens qui deviennent vraiment bourgeois et qui ont du mal à revenir à la vie d'avant. Je pense que moi, la richesse, c'est être capable de vivre dans un 5 étoiles Mhm, et en même temps être capable d'aller au camping, tu vois. mhm, C'est-à-dire, et je pense, d'ailleurs, oui, c'est que c'est bien de se faire mal volontairement parfois. mhm. Tu vois, je te dis un truc à la con. Ce matin, avant le podcast, je me suis mis dans une baignoire et j'ai pris un bain à je sais pas combien de degrés, 10 degrés, tu vois. Euh, Tu mets ton corps dans une situation d'inconfort volontaire. Alors, c'est bon pour la santé, mais euh, tu vois, si j'étais un vrai bourgeois, je me serais dit ah non, mais l'eau, non, mais elle est trop froide, je n'irai jamais dans un bain comme ça, tu vois. Parfois, je fais des jeûnes aussi pour la santé, tu vois. Genre pendant une semaine, je mange pas. Et je bois que de l'eau, tu vois. Et tu vois, j'ai fait de l'apnée aussi. Et je pense que c'est important, en fait, de switcher de mode Mhm. entre, en gros, avoir du confort et se mettre dans le confort, parce que c'est important d'avoir du confort. Mais je pense que c'est aussi important, volontairement, parfois de se restreindre pour habituer ton corps, ton esprit et tes habitudes à être capable de vivre le meilleur comme le pire, tu vois. Ouais, alors j'entends, hein. Je sais pas si prendre une douche froide ou un bain glacé, c'est vraiment se mettre dans l'inconfort. Ouais, ok, c'est de l'inconfort temporaire, c'est même quelques secondes, j'ai envie de dire, parce qu'assez rapidement ton corps il s'habitue. Euh, je pense que c'est pas comparable au fait de se dire, bah par exemple, je sais pas, je connais des entrepreneurs qui sont partis, par exemple, tu vois, ils gagnent des centaines de milliers d'euros par an, ils sont très à l'aise, très aisés. Et ils se sont dit, bah, je vais partir en backpack avec, tu vois, 1 000 euros sur mon compte en banque. Ils laissaient tout leur argent en France et ils sont partis voyager, tu vois, faire des road trips à travers l'Asie, partout en Europe, mais sans utiliser leur argent qu'ils avaient gagné. Pour justement ce que tu disais avant, se remettre dans cet état de j'ai pas besoin vitalement de cet argent et je suis capable de, tu vois, vivre d'autres expériences sans. Je pense que ça, c'est vraiment se mettre dans une situation d'inconfort. Prendre une douche glacée de temps en temps ou retourner en seconde classe, je sais pas si ça rentre dans cette Non, catégorie. mais c'est une métaphore. Là, là tu regardes trop. Tu vois, je te donne des exemples, mais l'exemple que tu as donné est bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est se mettre dans des situations d'inconfort volontaire, tu Mhm. vois. Mais la question, en fait, c'est si tu perds tout demain, est-ce que tu arrives à repartir, tu vois. Mhm, mhm. Est-ce que tu arrives, tu vois, je sais pas, à manger pour, tu vois, 200 euros par mois, tu vois, tu reprends un 9 mètres carrés, je sais pas où, tu vois, et tu recommences de zéro, tu perds ta fame, tu perds. En fait, la question, c'est est-ce que si tout s'arrête, tu reviens et tu es capable de refaire le truc. Il y a, il y a un tweet connu, tu vois, enfin, un thread connu de Naval Ravikant qui s'appelle How to get rich without getting lucky. Mhm. Et il y a plein d'enseignements en fait, de ce thread, mais ce que lui, il dit à un moment, c'est que lui, il pense que si tu lui donnes, tu vois, deux bras, deux jambes, enfin un corps normal, et que tu le refous dans un bidonville n'importe où, avec ses connaissances, est-ce qu'il redevient riche? Mhm. Lui, il dit 99,9% du temps, oui, en 10 ans. En 10 ans. En 10 ans. Ok. Ok, pas en 3 mois, pas en 3 semaines, en 10 ans. Bah, franchement, évidemment, que si demain tu me refous, je sais pas, tu me refous. Genre, tu vois, tu t'étais plus Thibault Louis, t'es Jean-Marc.
je sais pas quoi, tu as plus de communauté, tu plus d'argent particulièrement, enfin, t'es pas non plus, voilà, à la rue, mais tu un compte en banque moyen, tu pas ton réseau, OK? Tu T'as pas ton rien. Non, mais tu pas ton réseau. Comment est-ce que toi tu redémarrerais? ouais, avec les connaissances. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. En fait, il dit, genre, tu me fous, là, genre, 20 ans inconnu dans un bidonville en Inde, Mmh. j'ai que mes connaissances, tu Mmh. vois. Bah, euh, moi, je pense que je vais réussir à faire quelque chose au bout d'un certain temps. Alors, au début, bah, tu vois, si t'as pas de sous, il faut, tu vois, Faut il faut manger. manger, il faut faire un truc. Donc, oui, mais il y a un moment avec tes connaissances où, voilà, tu fais certains paliers. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que 10 ans, c'est une bonne, ouais, c'est une bonne timeline. Il disait entre 5 ou 10 ans. Je pense en 10 ans. Alors, moi, j'ai pas le même talent et les connaissances que Naval, mais ouais, je pense qu'en 10 ans, en 10 ans, tu peux refaire beaucoup de choses, ouais. Donc, peut-être que c'était pas la bonne métaphore, tu vois, le bain glacé ou, tu vois, ne pas manger pendant 7 jours, mais genre, faut le faire quand même, tu vois. Mmh mh. Moi, je connais plein de gens qui sont pas capables de le faire. Mmh mh. Donc, ça peut paraître un peu caricatural, mais en tout cas, sur ce que disait la personne, tu vois, genre partir en Asie, tu vois, avec genre 500 dollars, tu vois, et se forcer à faire ça, je pense que c'est bien. Mais c'est Steve Jobs qui disait stay hungry, stay foolish, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est bien ouais, et c'est aussi pour ça que c'est bien d'investir, parce que quand tu investis, t'as plus beaucoup d'argent sur ton compte en banque et ça t'oblige à faire du cash. Alors que si tu as un gros matelas, ben, ça te ramollit en fait, Mmh tu vois. mh mh. Donc, le fait de. Moi, quand j'investis, je me dis cet argent, je l'ai plus, tu Mmh. vois. Genre, en fait, ce que je me dis, si j'achète des trucs d'investissement, c'est pas pour les vendre. C'est stratégie buy and forget. Du coup, cet argent que je gagne, je l'investis. Mmh mh. Donc, j'ai pas beaucoup d'argent sur le compte, tu vois. Ouais. Et il y a un moment où tu es obligé, du coup, d'en refaire régulièrement. C'est se mettre dans ces situations d'inconfort-là, skin in Mmh. the game de Taleb, parce que Taleb dit skin in the game, qu'en fait, ça te fout un truc là où tu dis, putain, là, c'est vraiment bas, tu vois. Mmh mh. Mais au fond, t'es pas vraiment dans une situation où tu vas mourir. Genre, au pire du pire, tu te dis, bah, je vendrai, enfin, j'ai mon capital, je peux vendre des trucs, mais dans ta tête, tu dis non. Moi, ce que je me dis, c'est, je me dis, le chiffre est bas. Et là, quand le chiffre est bas, tu dis, mais attends, mais Thibaut, mec, genre, faire du cash là. Mmh. Et à ces moments-là, tu te dis, tu deviens créatif et tu te dis, ok, comment je vais faire du cash? Tu vois, genre, qu'est-ce que je dois activer? Et en fait, d'un coup, tu es dans une situation d'inconfort. Et je pense que c'est cette situation d'inconfort-là qu'il faut chercher constamment pour progresser. Sans se mettre dans une situation d'anxiété, mais se mettre dans une situation où tu es un peu bas et tu te dis, ok, genre là, il faut que je m'active. Tu vois. C'est hyper paradoxal. Je pense, c'est contre-intuitif de l'espèce humaine de se dire: «Je vais me mettre dans une situation d'inconfort et je vais y rester autant que possible». Parce que, tu vois, il y a un peu ce concept de la, zone de confort. Au-delà, tu as la zone, de peur et encore au-delà, le cercle suivant, c'est la zone de grandeur. Et du coup, la zone de grandeur, c'est celle où, justement, bah, tu développes plein de choses, tu es hyper créatif, tu lances des business, bref, tu grandis. Et le problème, c'est que entre la zone de confort et la zone de grandeur, tu as cette zone de peur. Et cette zone de peur, c'est extrêmement difficile, bah, déjà d'y rentrer parce que tu la vois venir et tu dis: «Attends, là, je risque d'avoir pendant les prochains mois, peu d'argent sur mon compte, je vais peut-être pas pouvoir, enfin, faire, avoir mon niveau de vie habituel». Et tu as besoin de traverser cette zone de peur pour, atteindre la zone de grandeur. Et je pense que c'est hyper contre-intuitif de se dire: «Bon, bah, je vais». Enfin, c'est très difficile pour la très grande majorité des gens, que ce soit les entrepreneurs ou dans le monde corporate. Heu, est-ce que toi, tu l'as senti cette zone de peur ou est-ce que tu as l'impression d'être passé de ta zone de confort à une zone de grandeur? Écoute, moi, ma progression, elle a été très rapide. Tu vois, sur les réseaux sociaux, financières, etc. Euh, à tel point qu'il y a, je sais pas, il y a pas mal de gens que je vois qui s'interrogent. Tu vois, est-ce que c'est de la chance? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et tu vois, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, où je t'ai dit, tu vois, les trucs d'inconfort, les taux inspirationnels, les taux prohibitifs. Mais je veux dire, si vous faites pas ça, ou si vous dites oui, toi c'est facile de le faire parce que maintenant t'en es à là. Non, les gens prennent le truc à l'envers. C'est parce que j'ai fait ça que je suis allé vite, tu vois. Et je pense que souvent, moi je suis pas du tout enfin je suis pas successful et tout, mais si je prends, tu vois, des gens très successful, on se rend pas compte souvent ce par quoi ils sont passés en fait, tu vois, enfin, les bâtons dans les roues qu'on leur a mis, les trucs qu'ils ont dû faire en fait pour gagner beaucoup d'argent ou faire des grands projets. Je pense qu'en fait, souvent
on sous-estime en fait ce que les gens ont dû traverser. C'est quoi un peu la timeline pour, tu vois, un peu donner de perspective sur toi, ton parcours? Heu, le moment où tu t'es lancé, c'était quand? Ouais. Et comment est-ce que ça a évolué en termes de alors, pour toi, ça se chiffre par rapport peut-être aux revenus, au chiffre d'affaires, au nombre d'abonnés? Comment ces 3 métriques-là, elles ont Mmh. évolué? Donc tu m'as dit quoi? Nombre d'abonnés, chiffre d'affaires et? Revenus. OK, Revenus vraiment salaire, enfin ce que tu te verses, quoi. OK. Alors, ben, je me suis lancé en 2020. Avant ça, tu étais dans le monde corporate dont on parlait au début. Ouais, Ouais. ouais, je me suis lancé en 2020, et j'étais au chômage en fait. Genre Tu touchais le chômage? j'ai fait une rupture conventionnelle, ouais, et je Ouais. touchais le chômage. C'était combien? Tu touchais combien? Je touchais 1400 1400 net, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. OK. J'ai Tu où à ce moment-là? je suis retourné chez mon père. Ouais. Comme, ça me fait penser à Julien Song. Ouais, bah, donc bah, déjà ça c'est ouais, en fait non, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'étais retourné chez mon père pendant le confinement, voilà, pour pas rester à Paris, et j'avais lâché mon appart à ce moment-là. Donc ça déjà c'est un avantage compétitif que j'ai eu, donc ça je me cache pas, genre je suis retourné chez mon père, quelques mois quelques mois. Donc ça, déjà, il faut avoir la chance de l'avoir, hein, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et je touchais le chômage, tu vois, donc je suis pas parti de rien. Chômage, c'était un chômage qui était petit, mais je me suis mis en micro. Donc très vite, bah, en fait, ce que tu gagnes, quand tu gagnes plus que ton chômage, tu touches pas le chômage. Ouais. En fait, il y a 30% qui est déduit de ton chômage. 70% de ce que tu touches Ouais, en chiffre d'affaires qui est déduit de ton chômage. Donc, dès que tu gagnes un petit peu plus que ton chômage, ouais. il est effacé. Et du coup, j'ai gagné en... Et en fait, j'ai touché le chômage que genre 2 mois, tu vois, un truc comme ça. OK. Après, tu as direct commencé à faire du cash. Ouais, ouais. OK. Ça allait vite. Comment tu as fait tes premiers euros? Donc j'avais j'avais zéro abonné, tu vois, j'avais genre je sais pas 500 relations sur LinkedIn, 300 abonnés sur Instagram, c'est tout ce que j'avais en audience, tu vois. Et je suis passé assez vite je suis passé assez vite la barre des plusieurs milliers sur LinkedIn, etc. Euh, la toute première année, je crois que j'ai fait 75 000, tu vois, de chiffre d'affaires. Toute première année? Ouais. Et ça s'était décomposé comment en termes de stream de revenus? C'était quasiment que du ghostwriting. Que du ghostwriting. Mais j'ai pas vendu le ghostwriting au début. Au début, je vendais des images animées, des mèmes et tout, tu vois. Au début, je vendais un truc qui a rien à voir, tu vois. Et j'ai juste que pour vendre ces trucs, je faisais des posts sur LinkedIn et les gens, ils aimaient bien les posts sur LinkedIn. Ils m'ont dit, est-ce que tu ferais pas des posts, tu vendrais pas des posts sur LinkedIn? Et vu que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, bah, en fait, j'ai fait ça. Et je donnais des cours d'échecs au début aussi. Et j'ai arrêté de donner des cours d'échecs quand mon prix à l'heure était supérieur, tu vois, pour vendre la presta est devenu supérieur au cours d'échecs, j'ai bazardé les cours d'échecs parce que je détestais donner des cours d'échecs, tu vois. Voilà, et donc aujourd'hui, ben, l'an dernier, j'ai fait 200, je sais pas exactement, mais j'ai fait entre 220 et 240 000 de chiffre d'affaires. Il y a eu un petit bond là Ouais, du coup, en 2020, tu étais à 75 000 ouais. et en 2022, tu as fait 220, 240. Du coup, en 2021, tu avais fait Non, mais combien? pardon, je te dis c'est des bêtises, c'est en 2021 que j'ai fait 75 000 et c'est en Ah, 2022 que j'ai fait 240. ok. En 2020, la première année, tu te souviens combien tu avais fait? Non, mais en fait, 2020, j'ai commencé vers genre octobre, tu vois, donc je sais même plus, mais Ok, donc c'est tard, quoi. Tu avais commencé tard. ouais, Mais tu développais déjà ta communauté sur LinkedIn toute l'année 2020 ou pas? Ou tu as vraiment commencé à poster sur... j'ai commencé en octobre-novembre 2020, ouais. Ok. Et du coup, en 2020, tu as quasiment fait aucun CA ou très peu. J'ai fait quelques milliers, mais j'ai pas fait grand-chose. Mhm. Et du coup, tu as commencé à faire les 75 000 en 2021. Ouais. Ok. Et 2022, 220, 240 000. Ouais, en fait, non, mais donc j'ai commencé à créer une audience un peu sur le tard quand je suis parti de mon job et j'ai dû créer mon entreprise. J'ai dû créer mon entreprise fin de l'année, genre novembre, décembre, tu vois, 2020. Donc, genre, je sais même plus combien j'ai fait, mais c'est non significatif. C'est 2021 qui a été vraiment significatif.
75K. Et l'an dernier, j'ai fait entre 220 et 240, je sais plus exactement. Parce qu'en fait, à la fin de l'année, j'ai changé de type de société. J'ai créé une EURL. Tu vois, donc à la fin, il y a des trucs que je pouvais plus facturer sur la micro, que j'ai dû facturer sur le URL et tout. Donc, je n'ai pas mis le nez dans l'exercice fiscal, mais on est dans ces ordres de grandeur-là pour, je veux dire, un input. Juste, tu vois, mon ordi avec le clavier, les posts LinkedIn, une connexion Internet. Globalement, j'avais pas besoin de grand-chose, tu vois. Et du coup, tu avais une bonne marge. Ah ouais, énorme. Je n'ai même pas calculé, mais c'est genre plus de 80-85%, je sais même pas quoi. C'était que du... J'étais sous prélèvement libératoire, donc c'était... en fait, je payais 24,2% de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'était une année un peu d'exception fiscale, parce que j'aurais pas pu continuer à faire ça, parce qu'ils m'auraient enlevé le prélèvement libératoire. Et là, maintenant, je suis en EURL, et donc c'est plus du tout la même soupe. Donc pour répondre à ta question, combien je me verse, depuis que j'ai créé l'URL, je me suis rien versé. Juste parce que, en fait, tout simplement parce que j'ai assez de cash pour pas me payer. En fait, j'avais du cash, donc j'ai pas sorti de cash de l'URL. Et par contre, maintenant que j'ai l'URL et que ça passe en charge, je suis beaucoup plus prompt à investir, tu vois, tu vois, là, j'achète, tu vois, je suis passé en studio, tu vois, je fais les podcasts en studio. Donc, en fait, c'est aussi un truc de mindset voilà, je réinvestis très vite l'argent que je gagne là, en me disant, tu vois, je fais grossir d'autres trucs, je fais grossir le podcast. Tu vois, je suis pas là, je vais sortir l'argent, je vais le mettre en bourse. Sécuriser, machin. Ouais, non, je pense aussi à investir, tu vois, dans du média, donc à faire levier, donc je suis pas... C'est un peu... j'ai écrit un post là-dessus d'ailleurs. Tu vois, réinvestir une majorité de ses bénéfices dans sa société, c'est un peu contre-intuitif au début, parce que quand tu débutes en entrepreneuriat, c'est sans parler de précarité, mais tu fais attention, tu essaies de gagner tes premiers euros. Du coup, quand tu les gagnes, tu veux les sécuriser. Tu te dis pas, je vais les réinvestir dedans. Pourtant, je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire pour grossir, en tout cas rapidement, de réinvestir ses bénéfices. Et moi, j'ai appelé ça la mentalité MrBeast Junior. Parce que MrBeast, tu connais, le youtubeur numéro 1 au monde, il réinvestit 99,9% de ses bénéfices dans ses vidéos. Pourquoi ? Pour faire toujours les vidéos, les meilleures vidéos. Et adopter cette mentalité. Tu vois, moi, ça fait pas très longtemps que j'entreprends. Enfin, j'ai ouvert ma société en septembre et j'ai commencé à facturer en décembre 2022. Tu vois. Donc, c'est très récent. Mais les premiers mois, on est en mars 2023, donc c'est pas très longtemps, mais j'avais vraiment du mal à me dire... j'avais justement cette mentalité de me dire, je veux absolument sécuriser l'argent, je veux pas le réinvestir, etc. Enfin, je veux pas. De toute façon, je savais même pas trop dans quoi le réinvestir. Et j'avoue que c'est en discutant avec toi, où tu vois, où, justement, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, l'enregistrement en podcast. Et depuis que j'ai passé cette barrière mentale de me dire, ok, je suis capable de payer plusieurs centaines d'euros pour enregistrer un épisode de podcast en studio, tout de suite, en fait, ça a ouvert des possibilités, des chemins dans mon esprit, en me disant, ouais, mais du coup, je peux aussi peut-être payer une assistante pour de l'administratif, je peux payer du matériel pour enregistrer chez moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Et du coup, tu t'ouvres les possibilités, et je pense que c'est nécessaire pour en tout cas, développer son business à grande échelle, d'avoir cette mentalité de réinvestir la majorité de ses bénéfices, voilà, autant qu'on peut, de ses bénéfices dans sa société. Et clairement, et pour les one-person business, tu vois, les freelance, solopreneur, tout ce que tu veux, tu vois, tu as un peu deux types. Tu as le premier il va te faire 40 000 euros une année, il va se dire, ok, trop bien. Et tu vois, l'année d'après, il va faire genre 48 000, tu vois. Et l'année d'après, l'autre, il va faire 54 000. Tu vois. Et l'autre type, c'est le mec, il arrive, il fait 40 000. L'année d'après, il fait 100 000. L'année d'après, il fait 250, 500, 1 million, enfin, tu vois. Et je pense que le truc, c'est que le premier va souvent faire du penny pinching, tu vois. Ah oui, mais il va compter les carottes et tout. Et l'autre, il va investir, tu vois. Il va investir, ouais, comme tu disais, tu vois, un assistant virtuel, tu vois, améliorer la qualité de ses podcasts, tu vois, acheter du meilleur matériel. Il va pas se dire, ah non. Je pense que c'est apprendre à investir le cash
pour faire des plus grands pas plus vite, Mhm. tu vois. Et ça, je suis complètement d'accord, tu vois. C'est comme, en- voilà, c'est comme, tu sais, quand tu prends un train, bah, t'as le type, tu vois, qui va prendre le train de 6 h du mat parce que le truc est 30 euros moins cher, tu vois. Et t'as le gars qui se dit non, bah, il faut que je dorme. Et du coup, il finit sa nuit et il aura pris, bah, tu vois, le train peut-être de 10 heures. Ça lui coûte peut-être 30, 40 euros de plus. Donc, mais ces 40 euros-là, ils sont investis, tu vois, dans son sommeil, son bien-être. Et, tu vois, au lieu de partir la tête dans le cul, le train à 6 heures, tu vois. Et certaines personnes se disent oui, mais cette mentalité va te faire perdre de l'argent. Non, c'est pas que ça va te faire perdre de l'argent. C'est que tu investis de l'argent pour avoir, tu vois, d'autres choses, en fait. Mhm. Et je pense que ça te fait faire des plus grands pas. En parlant de grands pas, en 2022, du coup, tu as fait 220, 240 euros, 1000 euros de Ouais. CA. C'est quoi tes projections ou en tout cas tes ambitions 2023, 4, 5? Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez moyen-termiste, on va dire. J'ai du mal à me projeter, tu vois, loin. Mais 2023, je, j'espère faire 500. Et ma coach me dit arrête de dire j'espère, dis je vais faire. Mais bon, et le truc c'est qu'il faut les faire les 500. Donc je m'engage pas, mais j'espère 500 et l'année d'après 1 million. Ok, et comment tu comptes les faire? Mais je sais pas. Et non mais ça c'est autre chose, tu vois, c'est comme les gens qui, ce que tu me disais tout à l'heure, tu me disais oui mais euh, tout le monde ne peut pas se permettre de. Bah, moi il y a un truc que je me dis dans ma tête, c'est en 2022, j'en étais le 1er janvier et j'ai annoncé publiquement et j'ai dit cette année je vise 200K. Et je savais pas comment j'allais les faire. Mhm, Et je les ai fait. Et ça a été exponentiel, tu vois. Genre, en fait, la barre des 20K mensuels, bah, il faut la passer. Parce que sinon, tu fais pas 20K. Si tu penses que juillet, août, moi, je m'étais dit juillet, août, je vais faire 0. Du coup, je me suis dit comme ça, mhm. vise ton chiffre d'affaires sur 10 mois. Tu vois. Et du coup, bah, il y a un moment où, vu qu'au début, je commençais, tu vois, janvier, je fais 5K. Février, j'ai fait 5K. Donc, j'ai fait 10K en 2 mois. Bah, tu vois, tu es déjà en retard de 30K. Mhm, mhm. Et donc, tu dois rattraper tes 30K sur 8 mois. Et je les ai rattrapés après, parce que j'ai fait des mois à 40, etc. Donc, je, je vais me débrouiller. Mhm, mhm. Je sais pas, mais il faut que je pense en termes de levier, tu vois. Donc, là, en ce moment, j'ai l'activité de ghostwriting, j'ai les bootcamps, et j'ai le manuel LinkedIn, donc il y a un e-book qu'on vend, tu vois, de formation. Mhm. J'ai fait un petit peu d'influence, et il faut que je trouve... mais ça, je peux pas le scaler à 500, tu vois. Donc, il faut que je trouve d'autres leviers. Mhm. Et donc, je pense là, actuellement, conférence en ligne au ticket. Ouais. Euh, Comme un petit peu ce que fait Oussama Hamar sur les conférences ChatGPT. oui, oui, oui. Alors, c'est pas le seul, hein. Tu vois, tu as Nicolas Skoll, Dicky Bush, euh, tu vois, Danko, Rich Webster. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui se développe, en fait. C'est une trend. En fait, tu as une audience. Et le truc, c'est que les gens, ils vont pas forcément t'acheter tes formations, ils vont pas forcément t'acheter ton bootcamp. Tu vois, ils vont pas forcément t'acheter un truc, tu vois, à 1000 euros. Ou tu vois, du coaching, je sais pas, à 5000 euros. Mais tu vois, un petit ticket à 50 euros, bah why not en fait. Tu vois. Donc c'est une autre manière aussi de, entre guillemets, d'aller chercher de l'argent, tu vois, auprès de ta communauté. C'est de faire du volume, quoi. Donc les conférences au ticket, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi à. Enfin non, c'est même pas que j'ai réfléchi, je suis en train de le faire. Là, je vais le faire. Genre, je vais annoncer ça cette semaine ou la semaine prochaine. Donc c'est un truc qui va se faire. Je pense que je vais en faire 6 dans l'année. Ok. Enfin, je crois. Et là, voilà, après, je vais peut-être lancer plus de bootcamp ou alors un autre format de bootcamp. Donc, soit un bootcamp business, soit un bootcamp pour ghostwriter ou un truc Mhm, comme ça. mhm. Et je pense que je vais rajouter. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rajouter un bootcamp business. Et, je vais. Parce que, en fait, je l'ai annoncé, mais je ne l'ai pas fait. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour dire ouais, je suis intéressé et tout. Mhm. Et ensuite, je pense que je vais faire un produit peut-être plus vendable qui est Stack Solopreneur, tu vois, genre un truc technique pour se lancer en soloprenariat. Ça fait un moment, je t'avais déjà vu en parler de ce stack solopreneur il y a Ouais. des semaines ou des mois même. Mais c'est long, hein. Parce que, C'est quoi l'objectif? C'est ouais, un kit. un kit pour aider les solopreneurs à se lancer Ouais, ouais. Se lancer et puis même, enfin, genre, tu et vois. à scaler?
Mais moi, à chaque fois, je vais voir quelqu'un, t'as tel outil, des gens viennent voir, ah, qu'est-ce que tu utilises en webinaire, c'est qui ton expert comptable. Mais en fait, et à un moment, on centraliserait pas tout quelque part, et genre, je sais pas, et tu le files aux gens, tu vois. Et je pense que ça, ce serait, tu vois, ça, c'est création de valeur immédiate, tu vois. Ça, et voilà. Et puis je réfléchis à formation de ghostwriting, former des ghostwriters. En fait, là où clairement, c'est le levier, le levier du média, de ta communauté qui te permet de, tu vois, faire autant de CA et de business différents. Et le plus intéressant, je trouve, c'est que tu peux pour répondre à tous les besoins de ton audience, parce que quand tu as une audience de plusieurs dizaines de milliers de personnes, tu as des besoins qui sont très différents, tu as des moyens qui sont très différents. Et donc, avoir un produit à 50 euros comme avoir un service à 5000, ça permet d'adresser l'audience la plus large. Et tu vois, moi, j'ai commencé mes formations, mon bootcamp, ok. Initialement, il était à 200 euros. Je l'ai monté à 400, aujourd'hui, il est à 500, ok. Mais je me rends compte que, tu vois, les gens qui ont moins, j'avais rien à leur proposer. Et il y avait peut-être des gens qui seraient prêts à payer plus, mais j'avais rien à leur proposer. Et du coup, là où toi, ton bootcamp aujourd'hui, il a combien le bootcamp? 2500. 2500. Hors taxe. Hors taxe. Bon, tu vois, ça commence à faire une belle somme. Donc tu te dis, c'est un service assez premium. Mais je pense que c'est important de diversifier ses offres pour pouvoir répondre à tous les besoins, à tous les portefeuilles. Et tu vois, là, moi, par exemple, je vais sortir mon bootcamp, je vais le mettre sous format vidéo. Ok. Et je vais le mettre en dessous du bootcamp et je voudrais augmenter le prix du bootcamp. Mais est-ce que pour toi, il faut vraiment avoir genre un produit ou un service pour tous les portefeuilles ou est-ce que non, il faut pas non trop se disperser? Je pense que si tu as de l'audience, je pense que c'est bien de faire trois prix différents, trois pricing différents. C'est en gros, ouais, c'est un peu genre le. Ouais, si on caricature, c'est un peu le 50, 500, 5000, tu vois. Ouais. Genre, à qui tu vas vendre à 50, à qui tu vas vendre à 500, à qui tu vas vendre à 5000. Si t'es doué, tu vois, toi, ouais, tu peux vendre un e-book, tu vois, démarrer en investissement à 50, tu vois. Enfin, je veux dire, pas de raison, si le mec, il est sérieux, qu'il l'achète pas. Ouais, ton bootcamp à 500, et puis, s'il y a des gens, ils sont chauds, ils t'achèteront peut-être, tu vois, du coaching de haut niveau, et tu auras une offre genre 6 mois, 5000 euros, et je sais pas, vous voyez, je sais pas combien de fois, une fois toutes les 2 semaines. Pour de la gestion de patrimoine plutôt. Oui, gestion de patrimoine, tu lui files une ligne WhatsApp, tu vois, un suivi sur 6 mois, 5000 euros, tu vois, ça me paraît pas déconnant en fait. Et pourquoi pas une quatrième à 50 000, mais bon, si t'es doué, moi j'arrive pas à en vendre. Mais... L'année prochaine, ouais. On a le temps. Vas-y. Non, mais c'est ça, donc je pense que c'est 3, c'est petit portefeuille, moyen et high ticket en fait. Ouais. Demain, je sais pas pourquoi je viens de penser à cette question, ton business, il génère 5 millions avec une très bonne marge. Qu'est-ce que tu changes à ton quotidien? Alors, 5 millions. Donc tu vois, 10 fois ce que toi t'aimerais faire en 2023, quoi. Alors, faudrait voir comment je les génère, mais je pense que j'essaie de me sortir de l'équation, en fait, en gros. C'est-à-dire, j'essaie de faire en sorte que le business tourne sans moi. Et je pense que je ferai beaucoup plus d'activités d'investissement. D'investissement et un peu d'activisme, quoi, tu vois. Genre, je ferais plus de médias, mais j'ai pas, tu vois, ouais, je pense que si ton business fait 5 millions, je le mets en autopilote, en fait, si j'y arrive. Ok. Ouais, donc, t'essaies de... Parce qu'en fait, ouais, toute la question, effectivement, c'est comment tu les génères, ces 5 millions. Donc, si jamais tu passes à 10 heures par jour à travailler, ça t'intéresse pas, quoi. Non, j'ai pas envie de me mettre la tête dans le sac. J'ai pas une grosse capacité de travail, en fait. Tu travailles combien d'heures par jour ou par semaine? En fait, c'est une question, ça dépend. En fait, j'ai envie de te dire 0 ou 150, je sais pas trop, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler, tu vois. Mais je pense que, tu vois, des heures de coaching, des vraies heures de coaching, je dois en faire 3-4 heures par semaine, tu vois. Donc,
ouais. Tu te fais coacher ou tu donnes du Ah coaching? ben oui, je me fais coacher aussi, mais non, mais je pense, ouais, des heures de coaching, je dois en donner 4 par semaine. Mhm. Après, tu sais, quand tu fais des podcasts, quand tu fais de la création de contenu, euh, est-ce que ça peut être considéré comme du travail, tu vois, quand tu fais de la veille, est-ce que c'est considéré comme du travail? Bah, si c'est le cas, bah, je peux peut-être être considéré que je travaille tout le temps, en fait, tu vois. Genre, je mets jamais vraiment trop le cerveau en pause. C'est d'ailleurs tu vois, un projet, on va dire maintenant, mais c'est que, en fait, j'ai envie de jeter mon smartphone, tu vois, parfois. Ouais. Genre, je me déteste à scroller, tu vois, à toujours être connecté. En fait, je suis hyper connecté maintenant. Moi, j'arrive même plus à regarder un film ou une série tranquille, tu vois. J'ai trop de trucs qui me viennent. Et je pense que ce que j'arrive à faire, du coup, en fait, là où je suis le plus fier, c'est genre maintenant, bah, je vais marcher genre 1 heure, tu vois, par jour dans la nature ou 1 heure et demie dans la nature. Et je pense, tu vois, je vais à la salle de sport et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est les seuls trucs que je fais où, genre, où c'est des trucs réels, tu vois, ancrés, en fait. C'est ça, Dès que ouais, t'es plus, dès que t'es plus connecté, en fait. Pour toi, le réel, c'est quand t'es déconnecté. ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai fait un stage avec le vice-champion du monde d'apnée, Stéphane Toureau. Il parlait de l'ancrage. Tu vois, l'ancrage, c'est-à-dire le fait d'être plus proche du réel, tu vois. Mhm. Et lui, il avait des problèmes d'ancrage. Il m'a dit, tu as des problèmes d'ancrage. C'est-à-dire, tu sens pas tes pieds, en fait. Mhm. T'as toujours la tête, et moi j'ai toujours la tête dans les nuages. Mais tu sais, Internet, c'est un truc, t'as pas d'ancrage, en fait, parce que c'est voir les choses, faire les choses à travers la technologie. Alors c'est très bien, moi je remercie Internet, je pense que c'est la meilleure technologie de l'histoire de l'humanité, une des meilleures. Mais moi qui suis un petit peu, voilà, je suis un peu rêveur et tout, j'ai des problèmes d'ancrage, tu vois. Mhm. Mhm. Et j'ai besoin de plus d'ancrage, plus de trucs dans le réel. Donc, C'est Bill Gates qui, une semaine par an, il va dans une petite maison, une maisonnette, alors je sais pas où aux États-Unis, mais où il se déconnecte de tout. Il prend ni téléphone, il prend aucune connexion à Internet. Alors peut-être qu'il doit garder un téléphone, mais bon, par sécurité, quoi, mais c'est peut-être même pas un smartphone. Et il se déconnecte de tout son business, les actualités, Internet. Pendant une semaine, il prend plusieurs bouquins et il dit que c'est sa meilleure source de régénération et de liberté d'esprit et d'ancrage, finalement, à la réalité. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça? Partir une semaine ouais. complètement déconnecté d'Internet? Bah, je pense que ce serait peut-être la meilleure récompense, tu vois. Mm. J'en parlais avec Johan Lopez la dernière fois. Mais tu sais, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois, et qui vivent en milieu urbain, ils recréent en fait à l'intérieur de leur maison. Tu sais, ils se mettent des cascades, ils mettent des lumières artificielles, tu vois, qui simulent le soleil. Tu vois, ils se mettent des plantes, tu vois, ils vont créer un petit jardin, tu vois, sur leur rooftop, tu vois, où ils vont, tu vois, jardiner leurs tomates, etc. Et en fait, c'est vraiment, et ça me fait penser, c'est un peu le cycle de la richesse, le cycle de la vie, c'est-à-dire que, en fait, à la toute fin, quand tu as gagné le jeu, tu vois, et que tu deviens, je sais pas, multimillionnaire, en fait, tu utilises ton argent presque pour revivre comme, tu vois, comme un homme, comme le premier homme, en fait. C'est-à-dire que je pense que le vrai luxe, en fait, c'est le calme, Mm. c'est la paix intérieure. C'est Naval qui disait You need to win the game to escape the game. Oui, 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 en fait, moi, je suis carrément d'accord. Et en fait, j'y pense souvent, tu vois. Tu sais, les gens, ils rigolent, ils me voient faire des posts LinkedIn, etc. Et en fait, je sais pas, mais tu vois, ça m'étonnerait pas que si je win the game, Mhm. il y a deux solutions, en fait. C'est Tu vas que, disparaître. ben, je pense que c'est une possibilité. C'est-à-dire que je pense que soit je continuerai à faire ça et je ferai l'activiste, tu vois, le mec médiatique, etc. Mais plutôt investissement. Mais je pense qu'il y a une possibilité que genre un jour vous me revoyez jamais en fait, tu vois. Mhm. Ça j'y pense en fait. Et tu voudrais faire quoi? Tu partirais où? Bah peut-être tu vois comme le premier homme en fait, peut-être je sais pas dans un pays où limite j'aurais jeté mon smartphone quoi, tu vois. Mais il y a un film comme ça qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté où je sais pas si tu connais. Non. C'est avec Belmondo et Richard Anconina. En fait, c'est un gars qui
Tu vois, il est richissime, il a monté un cirque, un truc. Enfin, il est richissime, il est connu. Et le gars, il disparaît un jour. Et tout le monde, les gens croient qu'il est mort, en fait. Mhm. Et en fait, ouais, le gars, il disparaît, je sais pas, tu vois, dans la savane, etc. Et t'as un mec qui va le chercher. Et c'est marrant parce que du coup, il fait revenir, en fait, Belmondo. Et Belmondo, tu vois, se grime. En fait, il fait croire que c'est un autre mec, Mhm. etc. À ses enfants. Et pour foutre, en fait, Richard Anconina à la tête de son entreprise. Et c'est un film, en fait, c'est Belmondo dans ce film, c'est Itinéraire d'enfant gâté, il win the game to escape the game. Mhm. Et tu vois, il y a beaucoup d'histoires comme ça, hein, de gens qui disparaissent, tu sais, c'est pas trop c'est plus difficile avec les réseaux sociaux, mais c'est possible, tu vois. Tu partirais où? Tu ferais quoi? Bah, je sais pas, tu sais, je sais même pas où vivre actuellement, donc je sais pas où j'irai. Souvent, pour rigoler, je dis le Sri Lanka, parce que j'ai été l'an dernier, tu vois, et le Mhm. Sri Lanka, c'est facile de se cacher, tu vois, dans le nord-est. Euh, mais ouais, il y a un autre film qui était bien comme ça, qui m'a fait réfléchir, qui s'appelle le, le salaire. Je crois que c'est le salaire. Non, pas le salaire de la peur. Attends, faut que je retrouve le nom. Mais en gros, c'est des mecs, tu vois, ils ont fait des bêtises et ils payent cher pour partir à l'ombre. Je pense que c'est en Amazonie, tu vois. Mhm. Donc je sais même pas si je vais disparaître, mais c'est une possibilité, ouais. Et faire quoi? Bah, essayer peut-être de faire ce qui me rendrait le plus heureux, c'est-à-dire enlever les téléphones, faire pousser des carottes. Mais en tout cas, je partirais pas dans des trucs genre à la plage, dans des resorts 5 étoiles. Ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais. Je- Plus, Ouais. plus le temps passe, plus j'aime la nature, en fait. Je crois qu'à la fin, je crois qu'en fait, à la fin, peut-être la vraie richesse, si je win the game, je pense que ce serait trouver la paix intérieure et puis vraiment, je sais pas, lire des bouquins, me mettre sur le porche avec, tu vois, une femme que j'aurais rencontrée, peut-être des enfants. Je pense que ce serait la paix intérieure. Je pense que c'est ça, en fait, le, la vraie richesse, en fait. C'est pas genre se foutre dans des 5 étoiles à Santorin et le luxe et les investissements. Je pense à la fin, c'est réduire ses désirs et être content avec rien, quoi, tu vois. Et dans ce cas-là, est-ce que tu peux pas déjà faire ça aujourd'hui? Bah, je sais pas, non, parce que j'ai pas win the game. Et C'est puis, quoi win the game pour toi? bah, win the game, je pense que tu win the game je pense quand t'es multimillionnaire, et que t'as trouvé l'amour de ta vie et que t'as des gamins, je pense que t'as win the game, tu vois. Et si t'es en bonne santé, c'est mieux encore. Mais si jamais c'est pour aller vivre dans une petite maison au bord d'un lac, dans une campagne avec tes gosses et ta femme, je sais pas si t'as besoin d'être multimillionnaire pour ça. Bah, to escape the game, you need to win the game, tu vois. Genre, parce que voilà, je sais pas trop comment dire. Peut-être que non, mais Non, mais parce que tu vois, pourquoi ça me fait penser à un sketch d'un humoriste américain où justement c'est un businessman qui va voir un pêcheur mexicain, tu l'as vu ou pas? Ouais, ouais, je connais, ouais. Ah, voilà, et tu vois, il lui dit qu'est-ce que vous faites de vos journées? Bah, je suis au bord d'un lac, je pêche, le soir je fais avec ma femme, on va dîner chez des amis, je passe du temps avec mes enfants. Et le businessman lui dit non, il faut que vous pêchiez plus, il faut que vous engagiez des gens, que vous ouvriez une poissonnerie, que vous alliez à New York, à Wall Street pour devenir multimillionnaire, etc. Et le type lui dit et après? Et il lui dit bah après vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fait le type lui dit bah ouais mais in fine je vais Ouais, être au bord ouais. d'un lac, pêcher, être avec ma femme, passer des dîners avec des amis. Et en fait il a déjà tout ça. Donc Exactement. Et ben, ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, j'aime bien cette fable, à l'exception près que quand elle est racontée, elle est tournée pour, en gros, dire que le pêcheur a raison et que le businessman a tort. Et en fait, je pense que c'est un jugement de valeur qui, moi, me gonfle. Mais je pense que faut plutôt prendre la métaphore de. C'est vrai qu'au fond, ce que tu cherches, c'est probablement pas. Tu as beaucoup d'argent. Tu vois, c'est pas une question d'argent. C'est que il y a une phrase, je crois, de David Perel qui dit en fait, tu as besoin de gagner le jeu, tu vois, et de gagner de l'argent, etc. Au moins pour te rendre compte que c'est pas ce que tu cherchais, tu vois. Mais le truc, c'est que dans cette fable, tu vois, entre le pêcheur et le businessman, c'est que ce qu'on se rend pas compte, c'est que le businessman, il a probablement la possibilité de faire comme le pêcheur, mais l'inverse n'est pas vrai, tu vois. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas que les situations soient subies. Et je m'amuse en fait dans ce que je fais, tu vois, mais peut-être que je vis pas la meilleure vie
que je veux. Peut-être que, ouais, je sais pas, peut-être que je pourrais être pêcheur ou je sais pas où, mais tu sais, l'an dernier, j'étais au Sri Lanka, j'ai passé un mois au Sri Lanka, mais personne ne savait où j'étais. Enfin, les gens savaient où j'étais, mais tu vois, genre, les gens savaient pas dans quel hôtel j'étais, ils savaient pas ce que je faisais, tu vois. Donc, et il se trouve que j'étais à Weligama, tu vois, c'était dans une petite ville dans le sud. Et bah voilà, je faisais, je sais pas, de la pirogue. Tu vois, mais sur les photos, tu vois, j'ai la casquette, on dirait que j'ai été enlevé par les FARC, tu vois. Euh, et j'étais caché, j'étais dans un hôtel, et puis je dînais avec le patron de l'hôtel. Tu sais, à l'époque, ça n'avait pas encore trop réouvert avec le Covid et tout. Euh, voilà, je l'ai fait. Personne ne sait vraiment ce que j'ai fait, tu vois, pendant 3 mois au Sri Lanka. Et donc, je sais pas, tu sais, parfois je me balade, je fais ça aux Canaries aussi. Donc je sais pas, mais j'ai pas encore assez de fuck you money pour faire le con. Il faut que je génère du cash quand même. Et Mais pour ouais. l'instant, c'est bah, média, faire du média, vendre des prestations. Donc voilà, mais j'ai pas résolu le jeu de la vie, hein, je sais pas, tu vois. Du coup, moi, il y a une question que je voudrais te poser sous deux prismes. Euh, c'est aller super vite dans ton parcours entrepreneurial, autant tes communautés, ton chiffre d'affaires, tes business. Tu très bien. Quels sont les peut-être 3 conseils que tu donnerais, et c'est là que je scinde la question en deux, à ton toi d'il y a 3 ans, tu vois, avant que tu commences ou au moment que tu as commencé, Mm. pour aller plus vite éventuellement? Qu'est-ce que tu ferais peut-être différent? Et l'autre prisme, c'est quels sont les 3 conseils que tu donnerais à Jean-Michel, tout le monde? Ouais. Alors je vais commencer par une question, la question 2 qui est plus facile. C'est plus facile de donner des conseils aux autres qu'à soi-même. Euh, je pense que le premier truc à comprendre qui est fondamental, c'est qu'on vit à une ère du média. C'est-à-dire chaque entreprise, chaque personne est son propre média. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est juste que ton média, soit il n'a pas d'audience, soit il a une audience. Donc, euh, si tu veux créer, tu vois, un business d'une personne, je pense que c'est important de créer du média et d'être ton propre média, en fait. Et tu fais ce que tu veux, tu vois, tu fais du podcast, du YouTube, du LinkedIn, du Twitter, enfin, du Instagram. Il faut que là où les plateformes ressemblent à ce que tu veux vendre et créer du média à l'infini, tu vois. Genre, aujourd'hui, avec un smartphone, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire. On peut créer une audience sur LinkedIn, sur Insta, et tu peux même filmer et faire du YouTube, tu vois. Et je pense à pas se prendre la tête avec la qualité, croire qu'il faut avoir une qualité studio, etc. Et donc, ce qui mène au deuxième conseil, c'est de se mettre sur ce qui t'intéresse, tu vois, sur ta zone de génie. En fait, trouver vraiment ta curiosité infinie sur les choses dont tu as vraiment envie de parler. Et enfin là, de créer du média là-dessus, ça va être itératif, mais de vraiment voilà, créer une audience. En fait. Je pense que c'est un des trucs les plus sous-estimés, de créer une audience. Et une fois que cette audience, elle est créée, réussir à trouver une manière de monétiser. C'est-à-dire voilà, par du coaching 101, par du conseil, par des groupes en cohorte, tu vois, par je sais pas, une communauté WhatsApp, ce que tu veux, et commencer en fait, voilà, en fait, à monétiser, donc créer du contenu et monétiser assez rapidement là-dessus. Et je pense vraiment mettre la gomme sur le contenu. C'est-à-dire, je trouve que les gens ils font pas assez de contenu en fait, tu vois. Bah, tu vois, je suis d'accord avec toi sur la quantité. Du coup, là, si je résume, hein, tu dis créer une communauté, trouver sa zone de génie et monétiser cette communauté et cette activité. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut créer beaucoup de contenu, surtout au début, parce que bah, de toute façon, dans tous les cas, ce qu'on va créer au début, c'est pas de bonne qualité, parce que voilà, faut de l'entraînement, c'est de l'expérience, c'est voilà. Mais je vois beaucoup de gens. Alors, je prends LinkedIn parce que c'est le canal que tu connais le mieux et que moi aussi je connais le mieux. Enfin, je pense. Il y a beaucoup de gens qui créent beaucoup de contenu, mais pour autant, leur audience ne décolle pas parce que ils ne cherchent pas à progresser, à s'améliorer. Tu vois, créer beaucoup de contenu, tant que tu vois, c'est Einstein qui disait la folie, c'est de répéter la même chose et d'attendre un résultat différent. Si tu as beau créer beaucoup de contenu, si jamais tu cherches pas à comprendre pourquoi un contenu a marché, a pas marché, comment faire en sorte que le prochain contenu soit meilleur, tu vas pas progresser. Ouais, clairement. Clairement. Et je pense là-dessus, ça, c'est un conseil que je me donnerais à moi il y a 3 ans, c'est d'être plus unapologétique. C'est-à-dire, c'est un terme, je crois qu'il n'y a pas vraiment de traduction française, mais c'est genre, franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre en fait de ce que les autres vont penser?
Et je pense plus t'es unapologétique, c'est plus tu t'écris des trucs sans vouloir t'excuser. Et genre, je pense plus tu progresses, tu vois. Et je crois qu'au début, je parlais pas vraiment ce que j'avais envie de parler. Et, et maintenant, je pense que mon contenu, il me ressemble beaucoup plus, en fait. Tu vois, je m'excuse moins d'être là, je parle vraiment de certains sujets. J'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a fait décoller, tu vois. Euh, Ouais, donc la progression pour toi, c'est un alignement avec son soi intérieur, sa personnalité, son authenticité. ouais. Et ouais, tu le sens, en fait. Tu vois, quand Grégoire Gambato, il me disait mais en fait, quand je lis tes contenus, j'ai même pas besoin de savoir que c'est toi qui les as écrits, tu vois. Et je pense ça, c'est hyper important, ouais. Et tu vois, ouais, se nicher, tu vois, essayer plein de trucs, tu vois, des small bets. Ça, c'est un conseil que je me donnerais aussi, tu vois. Fais des small bets, tu vois, teste plusieurs sources de revenus en même temps, un peu comme un hacker, tu vois. Et te focus pas que sur un truc. Je pense que c'est ça qui m'a permis, en fait, de progresser aussi, c'est d'ouvrir, tu vois, les lignes de revenus, la monétisation, parce que aucun plan résiste à la réalité. Tu sais pas ce qui va marcher, tu sais pas ce qui va marcher. Donc, je pense que c'était plus de petites choses, tu vois, comme des small bets. Et ouais, être plus un apologétique sur le contenu, vraiment faire du volume, tu vois, faire la newsletter, faire le podcast. Je pense que ça m'a vraiment fait, tu vois, sortir un peu de la masse. Et je pense que quand le podcast, je l'ai fait en studio, bah, tu vois, les gens, ils m'ont remercié aussi d'avoir investi, d'avoir, tu vois, fait un peu ouais, fait de la qualité, tu vois. Genre, maintenant, j'ai des gens qui me taguent sur Insta et je les vois, tu sais, qui mettent le podcast sur grand écran, tu vois, sur leur. Et je me dis, tu sais, je fais toujours une blague, je me dis, putain, mais les rois du scale, c'est mieux que Netflix, tu vois. Et donc, je pense que ça, voilà, c'est d'investissement, c'est des bons investissements, d'investir dans sa brand, dans le média et vraiment le faire à fond, quoi. En France, il y a un miroir où, vu que les gens créent peu de contenu, ils se disent, ah, mais je vais pas en faire beaucoup, sinon on va dire que je parle beaucoup. Bah, ouais, bah, prends exemple sur les États-Unis, les mecs comme Sam Altman, ChatGPT, Elon Musk, Jack Butcher, enfin, ils tweetent comme si leur vie en dépendait, tu vois. Et moi, quand j'ai doublé ou triplé mon volume de contenu sur Internet, c'est là où genre j'ai décollé, tu vois. Ouais, Euh, parce qu'en fait, je pense que quand tu produis en masse, bah, il y a un moment où tu peux plus te mentir à toi-même, tu es obligé de parler comme tu parles au quotidien, d'être authentique. Et en fait, c'est en faisant de la quantité que tu peux te permettre, ou tu peux te permettre que ça vient naturellement d'être plus authentique. Et donc, bah, vu que c'est apparemment l'authenticité qui fait que tu progresses, tu vois, tous les gros sur LinkedIn aujourd'hui, hein, je pense, c'est des gens, tu lis leur post, tu sais que c'est eux, sans lire le nom de la personne qui l'a écrit, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi le but du jeu, c'est trouver ton authenticité. Mais comment tu la trouves? Bah, en produisant du contenu à fond, à balle, à balle, à balle, parce que plus tu en auras produit, plus tu vas naturellement le faire tendre vers bah, ton authenticité et toi-même, quoi. Bah, clairement, en fait, les gens se rendent pas compte à quel point l'écriture, c'est une capacité, c'est une compétence sous-cotée. Ce qui est marrant, tu vois, à l'ère d'Internet, où tu dis, ouais, c'est le sous-côté, c'est le code, c'est l'intelligence artificielle. Non, l'écriture, ça reste le truc le plus sous-côté. Personne sait écrire, personne sait bien écrire. Ça, si tu prends Netflix, genre, il y a rien sur Netflix d'intéressant quasiment. Genre, tu vois, il y a une bonne série qui pop tous les 6 mois. Sinon, tu as un catalogue avec que des films moyens, quoi. C'est pareil, tu vas voir au cinéma, genre, combien il y a de bons films, en fait, sur le catalogue. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça soit des posts LinkedIn, des scripts Instagram, des vidéos YouTube, des films, t'en reviens toujours à est-ce que c'est bien écrit? Mhm, mhm. Et si c'est pas bien écrit, c'est de la merde, tu vois. Et il y a peu d'œuvres qui sortent qui sont marquantes parce que les gens savent pas écrire. Donc en fait, quand tu as cette capacité de bien écrire et d'arriver à capter l'attention, parce qu'il ne s'agit pas de bien écrire, il faut aussi avoir des choses intéressantes à dire. Et en fait, cette dualité, c'est-à-dire que, tu vois, ça c'est dans le livre On Writing de Stephen King, où il dit, quand les gens écrivent des trucs bien, les bons auteurs, ils se demandent jamais comment ils ont eu les idées. Pourquoi? Parce que en fait, on s'en fout. L'idée, c'est pas que ce soit bien écrit, c'est que tu aies des trucs à raconter. Donc la première étape pour bien écrire, c'est déjà d'avoir une vie intéressante. Alors, je vais pas me dire que je suis un mec plus intéressant que les autres, mais j'ai beaucoup, je sais pas, il m'arrive beaucoup de choses intéressantes. Donc du coup, j'ai plus de trucs à raconter. Vu que je lis beaucoup aussi, j'ai beaucoup de choses à transmettre. Et, et vu que j'écris beaucoup, bah ça clarifie mes idées, en fait. Mm. Donc je pense que c'est ça. C'est quand tu t'écris beaucoup, ça clarifie tes idées.
tu deviens pas que ça devient plus facile, c'est que tu deviens meilleur à transmettre. Et du coup, bah, tu deviens un peu leader d'opinion. Et quand tu parles de sujets un peu touchy, tu vois, ou qui ont de la valeur, bah, moi, je parle beaucoup business, d'argent, et c'est des choses qui sont utiles pour ces gens-là. Bah, ils te remercient. Et c'est là où tu crées des grosses audiences, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc clairement, c'est la clarté, en fait. La clarté du propos qui fédère. Parce que je pense que la plupart des gens qui parlent sur Internet sont pas clairs, mais c'est pas clair dans leur expression parce que c'est pas clair dans leur tête. Ah ben clairement, bah, tu sais, c'est Boileau qui disait, je sais plus quoi, il disait ceux qui c'est non, c'est quoi la phrase? Oui, oui, ouais, ouais, je vois. Bref, quand c'est clair dans ta tête, Ouais, ça doit être clair dans tes mots. oui, enfin je sais pas, ceux qui s'énoncent clairement, se dit aisément ou, Ouais, ouais, ou un truc comme ça, enfin je sais ouais. plus exactement. Euh, mm, ouais, et souvent les gens ils ont voilà, l'écriture c'est un processus de clarification de ta pensée. C'est pour ça que c'est aussi douloureux, en fait. C'est pour ça que les CEO me payent aussi cher. C'est parce qu'ils savent que c'est important de bien écrire, mais et ils savent que c'est leur image qui est en jeu, donc ils n'ont pas envie de passer pour des cons. Et du coup, bah, en fait, tu règles un problème douloureux pour eux, en fait. Et le truc, c'est que c'est pour ça que moi, écrire beaucoup et apprendre à écrire pour les autres, bah, c'est un super pouvoir que j'ai dans ma besace, tu vois. Ouais. Ouais, donc en somme, développer une communauté, trouver sa zone de génie, la monétiser, faire des small bets. Tu m'avais dit quoi d'autre? Écrire plus. Et ouais, écrire Écrire plus. plus. Voilà. Non, je pense que c'est ça. Et faire du média, faire du média à fond, quoi. Ouais, ouais, Ouais. développer, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Thibaut, ça fait un petit moment qu'on parle là déjà. C'était super, super intéressant. Franchement, merci d'avoir partagé ta pensée, ton rapport à l'argent et aussi comment aider les gens à peut-être faire évoluer la leur. Je pense que c'est important, c'est une mission d'utilité publique. Tu vois, moi, je milite énormément pour l'éducation financière, la pédagogie financière, pour que les gens gèrent mieux leur argent, changent un peu leur rapport à celui-ci. Je pense que toi aussi, vers justement essayer de faire tendre les gens vers une pensée expansionniste, c'est dans leur intérêt à tous, je pense. En tout cas, c'est ma conviction forte. J'essaie de la porter, toi aussi. Je voulais te remercier déjà. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Et tu sais, je pose une question à la fin de chaque épisode à tous mes invités. Est-ce que tu as une suggestion, une recommandation pour un futur invité sur le podcast? Ouais. Bah déjà, non, mais merci. Et non, mais t'as très bien dit. Moi, je milite aussi pour l'ouverture, l'intelligence financière des gens parce que je pense que c'est. Plus on en parle, et moins on en fait un tabou, et plus on essaye au moins que les gens ils aient la possibilité, tu vois, d'atteindre l'indépendance financière. Je pense moins il y aura d'inégalités, tu vois. Ça, c'est important parce que si on continue en fait à ce que les gens qui ont du cash, en fait, ils gèrent ça, tu vois, behind closed door, tu vois, derrière les rideaux. Et ben en fait, les gens qui en ont pas, tu vois, si on leur en parle pas, bah ils deviennent analphabètes financiers. Donc je pense que c'est bien de mettre ça au cœur et se dire, ok, on va en parler les amis, faisons-en un sujet. Faut jouer carte sur table en fait et montrer à Ouais, tout le monde voilà comment on fait. Vous voulez le suivre, vous voulez faire pareil, essayez. Vous voulez pas faire pareil, mais c'est votre choix. Mais au c'est moins, clair. vous pouvez pas dire qu'on vous aura pas donné les cartes. En fait, ouais, faire de l'argent un tabou, c'est la meilleure façon de maintenir les inégalités. Ouais. C'est clair. Donc non, très bien, et je milite aussi, et je pense que c'est top. Et un invité, bah, il y en a plusieurs. Je pense que tu peux inviter Elliot Meunier, s'il accepte. Tu vois, c'est millionnaire à 18 ans, en refusant d'avoir des clients, bah, tu vas voir qu'il a une manière de penser assez atypique. Sinon, qui tu peux inviter bah, tu peux inviter Caroline Jurado aussi sur les cryptos. Elle a une manière assez intéressante de réfléchir. Euh, voilà, non, c'est deux invités qui sont cool, ouais. Ouais, Ouais. écoute, pourquoi pas. C'est vrai que Elliot, tu m'en avais déjà parlé. Ouais. Enfin, Caroline aussi, super intéressant. Mais c'est vrai un jeune comme Elliot, je pense qu'il aurait des choses à dire. Et une perspective, tu vois, différente. Là, bon, on n'est pas très différents en âge, hein. Moi, j'ai 26 ans, t'en as 30. Mais Elliot, il en a 18. Ouais. Je suis curieux de voir, tu vois, toi comme moi, on est passé par la case corporate, enfin salariat. On a switché après parce que ça ne nous convenait pas. Mais je me demande comment quelqu'un qui est encore au lycée ou vient de finir le lycée, je sais pas, euh, a pu se lancer aussi avec autant d'aisance. Donc, peut-être que je serais intéressé de Ouais. recevoir Il vient Elliot. d'avoir, il a eu le bac il y a 6 mois là. Eh ben écoute,
ça sera peut-être l'occasion de faire un petit bilan. Ouais. Très, très cool. Encore merci Thibaut, et peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias Elias, Farah, Farah. À bientôt.